à ce stade-là, on démarre. Donc c'est moi en plus qui reçois Emmanuel Auriol. Donc Emmanuel, tu peux déjà venir. Mais donc je vais faire une petite introduction. Et donc je remercie Emmanuel donc d'avoir bien voulu intervenir cet après-midi. J'ai préparé ce siège pour toi, mais tu te mettras là pour voilà. Et donc, je vais la présenter rapidement pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, tu es professeur d'économie à la Toulouse School of Economics, la TSE. Donc, je vous rappelle que la TSE, c'est l'une des cinq grandes écoles d'économie qui comptent dans le monde, avec bien sûr un prix Nobel d'économie, donc Jean Tirole, qui, pour certains, l'appelle le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. C'est ce qu'il faut dire, c'est la vraie dénomination, paraît-il. Alors, tu es bien connu du GREP, puisque tu es intervenu en 2012 sur l'État et le marché, avec un sous-titre « Jusqu'où peut-on privatiser ? Quels seraient les mécanismes vertueux pour l'État au XXIe siècle ?» En 2017, tu es intervenu également sur « Légaliser le cannabis pour lutter contre les mafias ». Et donc, effectivement, un sujet qui revient d'actualité. Recording in progress. Ah, voilà. On a arrêté le début de mon intervention, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Et c'est bon, on est toujours en. On vérifie que le micro est bien connecté activé là, sur le Zoom. Voilà. Et donc à l'époque, j'avais noté que tu avais été identifié par News parmi les 100 femmes influentes en Midi-Pyrénées à l'époque. Et tu m'avais dit aussi à l'époque que les conférences du GREP ont participé à ta formation intellectuelle. Parce que quand tu étais étudiante, et tu venais très, très régulièrement aux conférences du GREP, et on en est ravis. Alors, ton dernier livre, donc c'était pour en finir avec les mafias, donc avait eu en 2016 le Grand Prix BFM Business du livre d'économie, et ta notoriété depuis s'est encore amplifiée au niveau national, puisque maintenant tu es membre du Cercle des économistes, membre du Conseil d'analyse économique auprès de la Première ministre et membre du Conseil d'administration de l'Office français de l'immigration. Et donc, c'est évidemment en plein dans le sujet de ce soir. Alors, en novembre 2021, tu as publié plusieurs choses. D'abord, dans le cadre du Conseil d'analyse économique, ce qui s'appelle un focus. Quel est l'impact économique de l'accueil des réfugiés avec Madeleine Perron et Pierre Rousseau. C'est un peu un article un peu, on va dire, un peu scientifique, celui-là. Et puis, une note qui s'appelle « L'immigration qualifiée, un visa pour la croissance » avec Hillel Rapoport. Et ces deux sujets-là, ces deux publications, je pense, vont te servir ce soir. Et elles sont évidemment en pleine actualité, avec, bon, vous le savez tous, cette semaine, une nouvelle loi sur l'immigration qui est en cours de discussion, qui a été présentée au Conseil des ministres, et puis qui va suivre le processus parlementaire. En ce moment, tu es cité par de nombreux journaux et magazines, et je te remercie encore de venir traiter avec nous ce sujet donc qui est porteur et qui est porteur surtout de beaucoup de fantasmes et de pas beaucoup de faits. Je reprends tes mots dans notre moment de préparation. Et donc voilà, ce soir, donc tu vas traiter les bienfaits de l'immigration de travail. Il y aura deux parties, comme d'habitude, une conférence introductive d'environ 3/4 d'heure, et puis ensuite un débat avec la salle. Et on va viser une fin vers 18h15, ce qui nous permettra d'avoir un apéritif ici, le bâtiment devant fermer à 19h. Voilà. Donc on va avoir un rythme soutenu. Et voilà, Madame la conseillère de la Première ministre, je te donne la parole. Oui, je ne sais pas si elle m'écoute beaucoup, mais en tout cas, voilà, c'est censé servir à ça, le Conseil d'analyse économique. Bah, écoutez, merci beaucoup de vous être déplacé alors qu'il fait si beau dehors, et que Toulouse est si délicieuse quand il fait beau comme ça. Et merci donc d'être dans ce magnifique bâtiment qui a reçu l'équivalent du prix Nobel d'architecture. Donc, on met des prix Nobel dans des bâtiments qui reçoivent des espèces de prix Nobel.
Et donc, effectivement, je suis… Enfin, le GREP est un peu ma Madeleine à moi parce que j'y allais avec mon père hein, et donc j'ai entendu des gens extrêmement intéressants et ça a contribué dans ma volonté d'être chercheur par exemple parce que je trouvais que c'était vraiment un métier qui avait l'air passionnant et je regrette absolument pas d'avoir choisi celui-là, particulièrement pas l'économie. Donc ce soir, j'ai décidé avec Jean-Marie d'aborder ce sujet qui est l'immigration, qui est un sujet qui est très très mal compris et c'est pas la faute, je pense, des citoyens. Moi, je suis pas du tout populiste. Je pense pas que le peuple a tort. Il y a un truc qui va pas là. Ah oui, c'est pas idiot. Et donc on en entend beaucoup parler, on en a entendu beaucoup parler pendant la campagne présidentielle, mais en fait que sous un certain angle qui est celui de la sécurité et de l'identité. Or, comme je vais essayer de vous en convaincre, ce n'est pas les vrais enjeux de l'immigration. Les vrais enjeux de l'immigration, ils sont avant tout économiques, puisque plus de 95% des immigrés sur la Terre le font pour des raisons économiques, c'est-à-dire soit pour étudier, soit pour travailler. Alors, quel est le phénomène le plus marquant des 50, 100 dernières années? C'est ce qu'on appelle la globalisation. Hein, et donc, ça représente en fait la globalisation, c'est-à-dire les flèches, c'est le commerce international. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit d'ailleurs que l'Europe est une zone économique extrêmement importante et qui échange beaucoup avec elle-même. Donc, notre partenaire commercial, le premier, ce n'est pas la Chine, et bien sûr, à nous, à la France, c'est l'Allemagne. Donc, on échange beaucoup entre nous. Donc, la globalisation, ça a des conséquences, c'est-à-dire qu'on échange des marchandises, hein, on échange des biens, on échange aussi des services. Donc là, ce que vous voyez, il y a deux échelles. On peut pointer avec ça, ça marche ou pas? Non, hein, ça ne marche pas sur ce truc. C'est pas grave, je vais le faire à la souris. Ça marche? Non, mais je crois que sur ce genre d'écran, ça ne marche pas. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Je fais avec la flèche. Voilà. Non, ça ne marche pas. Ça marche ou pas? Ah si, ça marche, mais parfait, c'est encore mieux. Voilà. Merci. Alors, ça ne marche pas pour ceux qui ne sont pas là. Donc, il y a deux échelles, il faut faire attention. Donc là, c'est le commerce international qui est en gris clair. Et donc, on voit bien qu'il y a une accélération à la fin des années 80. C'est quand le mur de Berlin s'effondre, hein, tout simplement. Donc, il y a une accélération parce que quand on ne fait pas la guerre, froide ou chaude, on échange, on fait du commerce. On voit bien les limites de ça aujourd'hui, puisqu'on a construit des échanges avec la Russie dans l'idée qu'on ne se ferait pas la guerre. Mais quand on a affaire à des gens, qu'est-ce qui se passe là hein? C'est ça, oui, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton. J'ai des gros doigts. Donc, il y a une accélération à la fin des années 80. Donc, ce qu'on voit ici, hein, c'est l'augmentation du commerce par rapport au PNB. Hein, donc, ça, effectivement, ça augmente au cours du temps. Ah, ça gêne tout le monde. Bon, peu importe. Ouais, je ne sais pas. Je vous laisse faire. Alors, l'autre courbe, par contre, c'est le stock d'immigrés sur la population des pays riches. Attention. Et donc, on voit que ça, l'échelle est à droite. Et donc, ça part de à peu près 3% pour arriver à 10%. Évidemment, ce n'est pas les mêmes proportions hein, que le commerce international. Donc, les deux échelles ne sont pas comparables. C'est juste pour montrer qu'il y a une accélération quand le mur de Berlin tombe et qu'on se met, bien sûr, à commercer beaucoup les uns avec les autres. Bon, je continue à avancer. Ah non, c'est bloqué. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Ça y est, ça remarche. Allez. CTRL V, je ne sais pas. Ouais. Parfait, nickel. Alors, donc là, je ne sais plus. Ben, mettez peut-être le bandeau en bas si vous pouvez, ouais, parce que ça gêne vraiment là au milieu. Il y a les titres, on ne va rien comprendre. Voilà, nickel. Allez, c'est parfait. On va sortir comme ça. C'est vrai qu'il faudrait inventer un truc, on ne le voit pas. Donc ça, c'est la population d'immigrés mondiale dans le monde et dans les pays de l'OCDE et en Europe. Alors évidemment, au niveau mondial, il n'y a pas beaucoup d'immigrés en fait. Il y en a 3%, donc ce n'est pas beaucoup. Mais ces immigrés, alors c'est de nouveau bloqué, non? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ces immigrés, ils ne se répartissent pas évidemment de manière uniforme, ce qui montre bien d'ailleurs que les motifs sont économiques. C'est 3% au niveau de la planète, mais quand on regarde les pays riches, c'est-à-dire les pays de l'OCDE, c'est 10%. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur le graphique. On montait de 3 à 10%
dans les pays riches. C'était dans les pays riches, ce n'était pas dans l'ensemble de la planète. Donc, évidemment, hein, on comprend bien pourquoi, parce que le moteur, c'est des mobiles, en fait, tout simplement économiques. Alors, nous, quand on parle d'immigration en Europe, voilà ce qu'on voit. Voilà ce qu'on nous montre. Évidemment, quand on voit ce genre d'image, c'est extrêmement anxiogène. Hein, on a peur que les gens se noient. On a un sentiment de déferlement, de quelque chose qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas organisé. Et donc, ça suscite l'horreur des gens. Les gens se noient, on voit des bébés sur les plages morts. Tout ça, ce n'est pas quelque chose, évidemment, qui donne envie d'avoir de l'immigration si c'est comme ça qu'on nous la présente. Et c'est bien comme ça qu'on nous la présente. Donc, du coup, hein, l'immigration est un enjeu électoral majeur. Et quand on sonde les Européens, ce n'est pas qu'en France. Hein, le Brexit, le thème principal, c'était contrôler l'immigration, alors qu'ils n'étaient même pas vraiment dans Schengen. Enfin, ils avaient leurs propres frontières. Donc, et ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. C'était une hérésie de faire ça, mais bon, ils l'ont fait. Et le thème, c'était l'immigration. Donc, quand on demande aux citoyens de l'Union européenne s'ils considèrent que l'immigration est une bonne chose, pour eux, c'est plutôt un défi principal. Il faut savoir, évidemment, qu'il y a eu la crise des réfugiés, et donc ça a créé des angoisses très fortes auprès des Européens. On a l'impression qu'il va y avoir un déferlement de gens qui vont nous envahir. Et donc, les immigrés sont dépeints par les partis populistes, notamment ceux d'extrême droite, partout en Europe. Ils sont même venus au pouvoir en Suède, hein, parce qu'ils n'ont pas eu une politique migratoire très intelligente. Et donc, effectivement, il y a eu un backlash. Et donc, c'est une menace pour soi-disant la sécurité intérieure, extérieure, et pour les emplois. Et en plus, un poids pour la santé, le système de santé, de protection sociale. Donc, c'est comme ça que ces partis nous présentent l'immigration. Alors, évidemment, qu'en est-il réellement? Si c'est le cas, oui, on peut en discuter, hein, évidemment. C'est tout à fait normal que les citoyens d'un pays sachent qu'est-ce que ça coûte ou qu'est-ce que ça rapporte d'accueillir des immigrés, et on le fait en connaissance de cause. Le problème, c'est que tout ça, ce n'est pas vrai. Donc, c'est des fantasmes plus que des faits. D'abord, qui sont les immigrés? Donc, on a vu ce bateau surchargé d'hommes noirs, et on a l'impression que c'est ça l'immigration en Europe. Alors, en fait, déjà, c'est un peu compliqué, l'immigration, parce que c'est pour ça que les chiffres ne sont pas tous identiques. Dans l'immigration, il y a les flux entrants et puis il y a les flux sortants, émigration. Et la différence, c'est le solde migratoire. Et chaque année, dans chaque pays riche ou pauvre, il y a des flux entrants et des flux sortants, si ce n'est en Corée du Nord. Là, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort, et ben, ça ne fait pas envie. Hein. Donc, on doit distinguer immigrés économiques, et là encore, et réfugiés. Hein, ce n'est pas la même chose. Les immigrés économiques, c'est des gens qui organisent leur immigration, qui la choisissent, qui choisissent sa destination. Et donc, c'est une immigration qui est beaucoup plus contrôlée, en général, que celle des réfugiés qui sont obligés de fuir pour leur survie. Et donc, évidemment, ça, c'est… Et comment on les distingue? Ben, souvent, parmi les réfugiés, il y a des enfants et des personnes âgées. Parmi les immigrés économiques, il n'y en a pas. Parce que les immigrés économiques, c'est soit pour aller étudier, soit c'est pour travailler. Donc, ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des personnes âgées. Donc, au 1er janvier 2015, il y avait à peu près 20 millions de citoyens de pays tiers et 35 millions de personnes nées en dehors de l'Union européenne qui vivaient dans les pays de l'UE. Et ce qui concerne la ventilation par sexe, en fait, contrairement à ce qu'on s'imagine, contrairement à cette image de bateau, la moitié des immigrés, en gros, sur la Terre sont des femmes. Hein, donc, ce n'est pas que des hommes sur des bateaux, c'est des femmes. Et beaucoup d'entre eux sont soit plus diplômés, soit en moyenne moins diplômés que les nationaux. Donc, ils complètent par leur qualification l'offre de travail des nationaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Donc, par exemple, dans la Silicon Valley, si vous enlevez les immigrés, il n'y a plus de Silicon Valley. Hein. Donc, la recherche sur le vaccin de la Covid, c'était que des immigrés. Hein, et c'est tout à fait caractéristique. Et donc, c'est l'objet de notre note. Pourquoi la France est un grand pays, enfin, était un grand pays, pourquoi la France est une grande puissance économique en dépit de sa petite taille en termes de population, c'est précisément parce qu'elle a accueilli des tas d'immigrés. Hein, Marie Curie, Charpak, Picasso. Si vous enlevez tous ces gens, eh ben, on n'est plus un grand pays. Et ça, on s'en est coupé aujourd'hui et c'est dramatique, je trouve. On a fait des choix qui sont malheureux et je pense qu'un peu de raison peut nous amener à faire des choix différents.
Donc, la plupart des immigrés, contrairement à ce qu'on entend là encore dans la Tosca politique, sont en situation régulière. Et donc, si on regarde les États-Unis, où ce sujet est très étudié parce que c'est une terre d'immigration traditionnellement, 3,5% de la population américaine est constituée de gens qui n'ont pas de papier, alors qu'en UE, on est plutôt moins de 1%. Donc, l'UE, il y a moins de gens en situation irrégulière qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, évidemment, on n'y voit plus rien, mais ce n'est pas grave, je ne sais pas ce qu'il y a marqué dessous. Bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. C'est un peu pénible, hein, ce bandeau là. Bon. Alors, ça, c'est le taux de solde migratoire pour 1000 habitants. La France, où est-elle? On ne la voit plus. Là, elle est là, voilà. Donc, vous voyez, nous, on n'est pas non plus un pays envahi par les immigrés. Hein. Ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, contrairement à ce qu'on nous dit de manière générale. Et pour une bonne raison, c'est qu'on a complètement arrêté au cours du temps, précisément l'immigration économique. Hein. Donc, on a diminué l'immigration dans notre pays autant que c'était possible. Et comme on ne veut pas sortir de l'Union européenne, on ne peut pas revenir, et on ne doit pas revenir, ce n'est pas du tout souhaitable, sur le fait que des gens qui sont là légalement, de manière durable, puissent être avec leur famille. On a enlevé que ce qui était facile à enlever, c'est-à-dire l'immigration économique. Hein, donc, on n'en a pas, ou très peu. Donc là, ça vous montre pourquoi les immigrés bougent. Et donc, en bleu, c'est sur la... alors, la parole est à Loïc, je ne sais pas, peut-être. Ça, c'est bizarre, Loïc, il a fait une opération terrible. On peut le mettre ailleurs, ça aussi? Voilà, je le cache. J'ai mis Loïc à la poubelle, hein, excusez-moi. Donc, ce que vous voyez là, c'est pour vous montrer, il faut quand même avoir une notion des volumes. Donc, en bleu, c'est la population, enfin, le cercle, c'est la population mondiale. En rouge, c'est les immigrés, donc c'est 3%, hein, c'est pas massif. Et alors, en jaune, enfin, en vert, qu'on ne voit pas d'ailleurs, c'est les réfugiés. Donc, la grande majorité des immigrés, c'est des immigrés économiques. Ce n'est pas des réfugiés, d'accord? Ça, c'est les chiffres. Les chiffres sont têtus. C'était Lénine qui disait ça, je crois. Évidemment, quel est le moteur de cette immigration économique? Eh ben, c'est des gains économiques, hein, c'est tout à fait ça. Donc là, vous avez les gains en salaire, liés à l'immigration internationale. Donc, si vous partez du Yémen, c'est le ratio avec le salaire aux États-Unis, vous allez gagner presque 16 fois plus aux États-Unis qu'au Yémen. Donc, évidemment, c'est un moteur puissant, hein, de vouloir bouger. Hein. Si on est jeune, dynamique, en bonne santé, c'est le genre de choses qu'on a envie de faire, évidemment, de réussir sa vie et donc de changer de pays quand on gagne mieux sa vie. Et donc ça, c'est un des moteurs de l'immigration et c'est pour ça que bien qu'il n'y ait que 3% d'immigrés sur la planète, en gros économique, eh bien, ils sont concentrés dans les pays riches parce qu'ils vont là pour travailler et pour étudier et c'est là où il y a les meilleures universités. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, les réfugiés existent quand même, bien évidemment. Il y en a en Europe. On a eu des crises successives. Je vais pas y passer beaucoup de temps parce que ce n'est pas l'objet de la conférence ce soir et on est un peu pressé par l'apéro. Mais non, mais je sais ce qui est important dans la vie. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. Je ne dis pas. Mais bon, le problème des réfugiés, c'est un problème parce qu'ils arrivent de manière c'est très sporadique, hein, c'est tout d'un coup beaucoup de gens, alors que l'immigration économique est beaucoup plus organisée, hein, puisqu'elle est choisie par les gens qui bougent. Là, les réfugiés, ils arrivent par vagues, et donc on le voit, on l'a vu avec les Ukrainiens, par exemple, là, qui sont en Pologne, ça fait beaucoup de monde tout d'un coup. Il faut accueillir ces gens-là, mettre les enfants dans les écoles, etc. Donc, il y a une saturation des services publics. Donc, c'est toujours un problème, les réfugiés. C'est vrai que... et puis, comme ils sont traumatisés, si on ne leur donne pas le droit de travailler très vite, ils mettent beaucoup plus de temps à s'intégrer que les immigrés économiques, les études le montrent aussi. Donc, c'est sûr que c'est toujours un problème. On préfère que les gens quittent leur pays volontairement dans des conditions décentes plutôt que pour fuir les bombes et la mort, quoi, hein. Ce n'est pas une bonne raison de bouger. Après, il faudra bien sûr qu'on regarde à l'échelle planétaire, hein, les réfugiés climatiques, mais c'est pas, je répète, ce n'est pas trop la discussion de ce soir. Donc ici, c'est le pourcentage de réfugiés dans la population étrangère.
Vous voyez que la France, là aussi, n'a pas été submergée par les réfugiés, peu s'en faut. D'ailleurs, ils ne voulaient pas venir chez nous, parce qu'à force de dire qu'on ne veut pas d'immigrés, ils ne veulent pas venir chez nous. C'est aussi simple que ça. Et c'est un souci, notamment les immigrés qualifiés ne veulent plus venir en France. On le voit dans les sondages, quand on demande à des gens qu'est-ce qu'ils trouvent attirant dans la France, nos infrastructures, etc. Mais bon, venir chez nous, moyen, pas trop, pas trop. Et même l'immigration intra-européenne est très faible en France, alors qu'il n'y a pas besoin de visa pour venir quand on est européen. Donc là, ce qu'on voit, c'est la composition de l'immigration légale en France. Et ce qu'on voit, donc, c'est qu'une grosse partie est en fait intra-européenne. Donc, tout ce qui est sous la ligne rouge, c'est des Européens. Donc là, c'est d'ailleurs extrêmement intéressant parce que quand on réfléchit à ce qu'on a fait et qu'on voit les débats sur l'immigration, on a décidé un jour qu'on allait abolir les frontières et que les gens pourraient bouger librement d'un pays à l'autre en Europe. Et on ne sait pas. Alors, et ça n'a pas fait un pli. Il n'y a pas eu un Européen pour dire mais c'est horrible, on va être envahi de Portugais pauvres qui vont aller en Allemagne ou bien en Suède, parce que les différences de salaire au moment où on ouvre les frontières, mais sont gigantesques quand même. C'est pas 15. On n'a pas eu peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a été envahi de Portugais? Ben non. Les gens, ils n'ont pas tellement envie de partir de chez eux, vous savez. Vous avez envie, vous, de l'habiter à 8000 km d'ici, manger des trucs, c'est pas ce qu'on mange tous les jours. Des gens qui ne parlent pas votre langue, non. Donc, les gens, quand ils le font, c'est que vraiment, il faut qu'il y ait un moteur très, très fort. Et donc, ce n'est pas vrai que la terre en terre rêve que d'une chose, c'est de venir en France. Ce n'est pas vrai du tout. Et donc, on a fait cette expérience incroyable d'abolir des frontières et on n'a pas été envahi par les gens du Sud dans l'Europe du Nord. Donc, notre immigration reflète évidemment notre histoire, notamment notre passé colonial. Et donc, on a effectivement une population immigrée qui est en grande partie issue de l'Afrique. Et donc, le reste, bon, il y a quelques Chinois aussi, etc. Donc là c'est pour le ratio des sexes. Donc, en bleu, c'est les hommes, en jaune, c'est les femmes. La France, bon, elle est cachée par le bandeau, là, toujours pareil. Mais vous la voyez, là, enfin, quand même, ici, à peu près, là où il y a la flèche rouge. Et donc, voilà, vous voyez, en gros, il y a un peu plus d'hommes que de femmes, enfin ça dépend des pays, mais il y a des pays comme Chypre où il y a plus de femmes que d'hommes parce qu'en fait c'est des immigrés qui sont dans l'hospitalité, c'est-à-dire ils gardent les enfants, ils font le ménage, et là c'est plutôt des femmes qui font ça. Mais vous voyez, c'est pas que des hommes, loin de là, on s'en fout. Il y a des pays où il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Et donc là, c'est l'évolution dans le temps, c'est intéressant parce que ça, évidemment, c'est aujourd'hui. Mais en 1900, alors c'était en 1950, je ne vois pas très bien, pardon, 1960, pardon, évidemment, là, l'immigration était différente. Donc, il y avait peu de femmes, elles sont en bleu, et beaucoup d'hommes. Et au cours du temps, vous voyez que les choses évoluent et ça reflète l'émancipation des femmes aussi, et le fait qu'elles travaillent. Et on arrive à presque la parité entre les hommes et les femmes sur l'immigration. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que c'est bon pour l'économie? Ça, c'était des faits pour que déjà, on revienne un peu sur Terre et qu'on arrête de se laisser bercer par des sornettes qui sont tout simplement pas vraies. C'est pas correct. Alors, l'immigration, est-ce qu'elle est bonne pour l'économie? Donc, la proportion d'immigrés... la première chose qu'on peut faire, c'est regarder les pays où il y a énormément d'immigrés. Alors, si les partis d'extrême droite ont raison, ces pays doivent être à feu et à sang, parce que c'est pas bien l'immigration, c'est que des gens qui veulent vous remplacer, qui veulent vous prendre votre travail, qui veulent, etc. Alors, les pays qui ont le plus auto d'immigrés, c'est des pays qui sont quand même dans leur ensemble plutôt très riches. Donc, il y en a 43% au Luxembourg et à Singapour. Il y en a 40% à Hong Kong, il y en a 30% en Suisse, 28% en Australie, 21% au Canada, 16% en Autriche et en Suède, 14% aux États-Unis, 12% en Allemagne et aux Pays-Bas.
nous, on est bien après tous ces gens, 11%, parce qu'on a arrêté d'accepter, de faire venir, de favoriser de l'immigration. Il y a des pays où c'est encore plus élevé, hein, c'est 80% dans les pays du Golfe, mais ce n'est pas des démocraties, donc on peut essayer, même s'ils sont très riches, on peut essayer de les appeler. Alors, si l'immigration était source de chaos et d'appauvrissement, ces pays, évidemment, devraient être tous à feu et à sang. Ce n'est pas vraiment le cas. A contrario, quand on regarde les pays qui sont avec des très faibles taux d'immigration, ils sont tous extrêmement pauvres. Hein. C'est le Bangladesh, la Roumanie, l'Algérie, le Nicaragua. Donc, tout cela, ils en ont moins d'1%. La Corée du Nord, c'est un exemple merveilleux. Là, ils appliquent avec beaucoup d'assiduité les politiques donc, de nos responsables politiques d'extrême droite. Ils ne font pas du tout d'immigration. Et bien vraiment, on voit ce que ça donne. C'est un cauchemar hein, de vivre là-bas. Donc, c'est très difficile de conclure sur ces simples faits que l'immigration est synonyme, en tout cas, d'appauvrissement. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle est synonyme d'enrichissement, parce qu'on a bien compris que le moteur de l'immigration étant les gains économiques, c'est logique qu'il y en ait beaucoup plus dans les pays riches que dans les pays pauvres. Hein. Donc, l'immigration, elle va des pays pauvres plutôt vers les pays riches. Ça, c'est ce qui se passe chez nous, parce que alors, on est très angoissé d'être envahi d'immigrés, mais bientôt on va se battre pour en avoir, parce que le problème c'est qu'on vieillit, hein, l'Europe vieillit, donc ça c'est l'évolution, la décomposition de l'accroissement de la population des États membres de l'UE 25 sur une période assez longue, et ce qu'on voit c'est qu'en bleu c'est l'accroissement naturel, donc naissance moins décès, hein, si on enlève l'immigration, c'est vraiment en déclin permanent, et donc en rouge, c'est ce qui se passe grâce à l'immigration. Donc, il y a des parties, donc les immigrés, hein, ils permettent de limiter le vieillissement et le déclin démographique de l'UE. Sinon, voilà, il y a des pays qui vont disparaître, tout simplement. Hein, c'est mathématique. Donc, c'est quoi ces pays? C'est les pays de l'Est, en fait, essentiellement. Hein, donc, on voit bien que l'Est se vide complètement. Nous, on a une natalité qui est assez bonne, donc la France, ça va, mais l'Europe de l'Est, c'est catastrophique. Et donc, s'il n'y a pas du tout d'immigration dans ces pays-là, c'est des pays qui vont à terme s'éteindre. Et la question, c'est qui va s'occuper des personnes âgées, etc. Donc, c'est pour ça que l'Allemagne, qui doit lire absolument toutes les notes que j'écris, puisqu'ils ont légalisé le cannabis, et ils sont en train de changer leur loi sur l'immigration pour essayer d'attirer des talents. Donc, eux, ils sont moins stupides que nous, je trouve. Ils lisent les notes du Conseil d'analyse économique. Alors, je vous disais tout à l'heure, les immigrés, pourquoi ils ne plombent pas les finances publiques? Parce qu'en fait, ils sont en général, donc ça c'est la pyramide des âges, vous avez les femmes à droite, les hommes à gauche. Alors, je ne sais pas les codes couleurs, mais normalement, je devrais pas les retrouver vu les courbes. Attendez, on n'y voit vraiment rien. Voilà. Ça va mieux, là. Bon, c'est pas grave, on va essayer de... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On fait comme on peut. Allez. Donc, les nationaux, vous les avez en jaune, et puis vous avez les immigrés, vous voyez, en bleu. Et donc, ça, c'est la pyramide des âges. Hein. Vous avez ceux qui ont 0 ans, et puis là, vous avez ceux qui ont de 100 ans et plus. Et donc, ce que vous voyez là, les immigrés, ils ont une distribution qui est beaucoup plus centrée entre 25 et 50 ans. Hein, que ce soit les hommes ou les femmes. Pourquoi? Parce que leur raison de venir chez nous, c'est pour travailler ou pour étudier. Donc, on ne fait pas ça à 5 ans et on ne fait pas ça, sauf cas exceptionnel, à 100 ans. Donc, voilà, c'est pour ça qu'ils sont, la pyramide est comme ça. Alors, j'ai fait un truc. Ouais. Voilà, donc les immigrés sont jeunes et en âge de travailler, sans surprise. Donc ça, c'est le pourcentage de la population ayant atteint un niveau d'études supérieures, je crois, enfin, si j'arrive à lire à peu près, ouais, avec c'est ça, voilà. Et donc, vous avez la différence entre les immigrés et les natifs, ceux qui sont donc natifs, et on voit bien qu'il y a des pays où cette différence, par exemple en Autriche, les natifs sont plus diplômés que les immigrés. Et puis il y a d'autres endroits, comme le Danemark, où les immigrés sont beaucoup plus diplômés que les natifs. C'est vrai aussi en Irlande, c'est vrai au Luxembourg,
Le Luxembourg embauche beaucoup de Français, par exemple, qui sont diplômés du supérieur pour les faire travailler dans la finance. C'est des immigrés. La Norvège, la Suède et bien sûr le Royaume-Uni qui a voté le Brexit, et maintenant ils sont plus de 60% à dire que c'était une connerie. Ben oui, les gars, c'était une connerie, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est trop tard. Alors, et après, il y a des pays où c'est le contraire, où, par exemple l'Espagne, où vous avez les natifs qui sont beaucoup plus, pardon, l'Espagne ici, qui sont beaucoup plus diplômés que les immigrés. Et ça complète en fait les qualifications nationales. Donc, en fait, les immigrés ne sont pas des substituts aux natifs, c'est des compléments aux natifs. Et c'est vrai même par cellule de qualification, quand on va jusqu'au niveau de la cellule de qualification. Donc voilà, les immigrés complètent l'offre de travail des natifs. Ils sont en moyenne soit plus éduqués, soit moins éduqués. Ça, c'est aussi la probabilité, alors si je n'arrive pas très bien à voir ce qui a marqué, mais je vais le bouger, voilà, d'être employé par rapport aux nationaux. Et donc, en fait, ce que ça nous montre, les réfugiés, vous voyez, c'est toujours un souci. Ils sont beaucoup moins employables, parce que pour des tas de raisons, mais notamment les traumatismes et les conditions. Et ça, c'est les immigrés qui viennent de intra-européens, et ça, c'est les immigrés extra-européens, donc ils viennent de l'extérieur. Et eux, donc, contrairement à ce qu'on nous dit, ils nous prennent notre travail, mais pas du tout. Ils servent de variable d'ajustement, donc parce qu'ils sont plus mobiles en général, parce qu'ils sont souvent moins privilégiés que les natifs. Les employeurs préfèrent les natifs, une espèce d'homophilie. Donc, ce sont eux qui perdent leur emploi en premier quand il y a des récessions. Et ce sont eux, par exemple, ils ont énormément amorti, les immigrés, la crise de 2008 pour les Européens. En bougeant, en repartant, en allant là où il y avait du travail. Ça a permis que la crise soit moins mauvaise pour les Européens qui sont beaucoup moins mobiles eux-mêmes. Donc, ils sont vraiment une variable d'ajustement dans un marché du travail qui est sclérosé et surtout quand il y a des crises. Et comme ils viennent pour travailler, s'ils viennent de manière légale, leur venue est très liée au cycle économique. Donc, quand il y a du boulot, ils viennent. Quand il n'y en a pas, ils repartent. Ça a été très étudié, notamment aux États-Unis, avec les Mexicains, puisque c'est un sujet extrêmement important outre-Atlantique. Donc, quels emplois occupent-ils ? Les étrangers peu qualifiés, typiquement, vont se concentrer dans les secteurs en déclin. Typiquement, ces secteurs qu'on a beaucoup de mal à remplir parce qu'on a un modèle social qui nous permet d'être plus exigeants. Donc, eux, ils sont bien contents de travailler parce qu'ils gagnent plus d'argent. Donc, tout le monde y gagne. Les activités qui sont salissantes et pénibles, donc la construction, la restauration de nuit, par exemple, les horaires décalés. Ils travaillent dans les services, l'agriculture, donc la construction, la restauration. En général, pour des salaires, alors que ça, c'est quand ils sont clandestins, qui sont inférieurs au SMIC. Et c'est un vrai souci de concurrence déloyale pour les entreprises qui sont vertueuses et qui n'emploient pas de gens en situation irrégulière. Et puis, voilà, ça érode vraiment la confiance qu'on peut avoir dans la République, puisqu'on dit qu'il y a une loi et puis qu'on ne la respecte pas. Or, je pense que c'est un peu une espèce d'hypocrisie, c'est une espèce d'équilibre, j'essaierai d'expliquer pourquoi tout à l'heure, qui, à mon sens, est très nuisible. C'est des calculs de court terme de faire ça. Et il vaut mieux être plus courageux et essayer d'en parler, comme on le fait ce soir, de manière posée, pour essayer de trouver des solutions plus intelligentes. Alors, les plus qualifiés, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils innovent et ils créent des emplois. Par exemple, aux USA, sur la période 2006-2012, les entreprises technologiques et d'ingénierie fondées par les immigrés, elles ont engendré 63 milliards de dollars de recettes et elles emploient un demi-million de personnes. 44%, je vous disais, des entreprises high-tech de la Silicon Valley ont au moins un immigré parmi leurs fondateurs. C'est 1 sur 2. Donc, vous enlevez les immigrés, il n'y a plus rien. Et alors, ça, c'est vrai aussi au niveau des PhD, des doctorats. Il y a des secteurs aux États-Unis, si vous enlevez les immigrés, ils sont décapités. Ils n'ont plus aucun chercheur dans certains secteurs. Donc, les immigrés économiques, ils contribuent évidemment à la richesse des nations qui les accueillent. Il n'y a pas beaucoup de discussions parmi les économistes là-dessus. Ils viennent quand la demande de travail est forte et ils complètent par leur qualification l'offre de travail des nationaux. C'est par ailleurs une source de flexibilité pour les entreprises puisqu'ils sont plus mobiles et c'est plus facile en général de s'en séparer. Alors, quid de la France? Parce que ça, ça s'appuie sur des données très internationales. C'est des études internationales qui permettent d'établir ces constats.
Donc, cette connaissance, évidemment, on est dans notre rôle avec Hillel, mon co-auteur, qui est à Paris Sorbonne, et qui est un spécialiste de l'immigration d'ailleurs. On s'est penché là-dessus pour notre pays, puisqu'il nous apparaissait très clairement que les débats publics ne rendaient absolument pas compte des vertus de l'immigration, et notamment de l'immigration qualifiée. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans cette note dont on a énormément parlé dans les médias? Elle est sortie en septembre 2021, je crois, donc juste avant la campagne, et c'était une campagne qui était très axée sur l'immigration. Donc, c'est venu un peu, les journalistes étaient vraiment contents parce que ça changeait un peu le discours ambiant, et donc ils s'en sont fait vraiment largement l'écho. Toutes les chaînes de télé en ont parlé, tous les journaux, enfin voilà, toutes les radios. Ça n'a pas changé grand-chose, mais quand même, on a un débat aujourd'hui, je pense, qui vient du fait qu'on a pu collectivement réfléchir à ces questions différemment. Donc, les bienfaits de l'immigration-travail, c'est ce que montre notre note. Elle fait, je ne sais plus, 10 pages, un truc comme ça, vous pouvez la lire, hein, c'est bien documenté, ce n'est pas très compliqué. Et donc, on montre évidemment qu'elle est source de bienfaits pour l'économie, c'est ce que je viens d'évoquer avant. Par contre, la France, contrairement à d'autres pays, notamment l'Allemagne, n'exploite pas du tout ces opportunités, et on essaye donc par cette note qui est censée irriguer le débat public. On m'a coupé la parole quand j'en dis qu'il faut augmenter l'immigration, donc paf, ça s'arrête le micro. Il y a des gens ici qui nous écoutent. En général, quand l'angle économique est abordé, hein, c'est toujours avec une perspective de court terme et souvent de façon erronée, puisqu'on nous dit des choses fausses. Et donc, de ce fait, 56% des Français, c'est ce qu'on voit en 2017, jugent que l'immigration a un impact négatif sur notre pays. C'est ça que les Français pensent. Or, ce n'est pas vrai. Moi, je ne dis pas que je ne suis pas sociologue, je ne suis pas spécialiste de l'intégration, donc il y a peut-être des coûts, mais en tout cas, ils ne sont pas économiques. Hein. Ça, je vous garantis que les coûts de l'immigration, s'il y en a, ils ne sont pas économiques. Alors la France, ben justement, donc cette France qui est censée être submergée d'immigrés. Donc vous avez la France ici, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, donc des pays qui sont comparables. Je n'ai pas mis l'Arabie Saoudite ou je ne sais pas quoi. Et la barre, là, c'est le nombre d'immigrés, population de plus de 15 ans, par million d'habitants, selon le niveau d'éducation. Alors, la première chose qu'on constate, c'est que nous, si on additionne ces trois barres, ça fait moins que l'Allemagne, que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie ou le Canada. C'est par million d'habitants, donc c'est comparable. Hein. Donc, on n'a pas beaucoup d'immigrés. Ce n'est pas vrai, on n'a pas beaucoup d'immigrés en France. Par ailleurs, vous voyez, l'Allemagne, ils ont une immigration avec enseignement supérieur et intermédiaire qui sont supérieures à celle qui est faible. Nous, on a une immigration qui est peu éduquée. Ce n'est pas le cas des États-Unis, ce n'est pas le cas du Royaume-Uni, ce n'est pas le cas du Canada ni de l'Australie. Donc, on a une immigration faible en quantité et peu éduquée. C'est comme ça, c'est la nôtre. Donc, en 2020, 38% des immigrés en âge de travailler avaient un niveau scolaire égal ou inférieur au brevet des collèges en France, contre, pour les natifs, 19%. Donc, vous voyez que nos immigrés sont moins qualifiés que les immigrés, que les natifs, c'est-à-dire les Français qui sont nés, enfin qui sont nationalité française. Maintenant, sur les flux, donc elle est peu qualifiée. Sur les flux, elle est faible. Les flux entrants en France en 2019, il y a eu 292 000 personnes qui sont rentrées. Il y en a d'autres qui sont sorties, donc ce n'est pas le solde migratoire, mais c'est ça les flux entrants. Ça représente 0,4% de notre population. Si on regarde sur la même période, la moyenne dans les pays de l'OCDE et de l'Union européenne, c'était le double, c'était 0,85%. Hein, donc nous, on a une immigration qui est faible aussi en volume, en termes d'entrée. Et c'est ce que je vous ai expliqué plus tôt, c'est parce que on a une immigration de travail qui est quasiment nulle. C'est pour ça. Hein. D'ailleurs, là, on le voit très bien. Alors, elle est peu diversifiée, donc peu qualifiée, peu nombreuse et peu diversifiée. 70% des immigrés hors citoyens européens en France viennent du continent africain. C'est ce qu'on avait vu un peu plus tôt sur les stocks, si vous vous souvenez. Et cette faible diversité est entretenue par les mécanismes de notre immigration, puisqu'on a fermé tous les robinets, ce n'est pas même pas des robinets, comme on a arrêté toute l'immigration économique,
Il ne reste que celles qu'on ne peut pas enlever. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on a enlevé tout le reste, hein, tout ce qui était économique. Et donc, il reste que ce qui fait partie d'ailleurs de l'immigration de nos amis voisins européens et internationaux. Et donc, il reste essentiellement une immigration dont le moteur principal est familial. Donc ça, c'est les titres de séjour qui ont été délivrés, nombre de premiers titres de séjour par motif d'admission, pardon, je vais y arriver, en 2018 et en 2019. Et vous voyez que le premier motif, c'est familial. Ensuite, on n'est pas mauvais sur les étudiants. Alors ça, c'est très important. Sur les étudiants, on est la première destination au monde pour les études non anglophones. Bien. Et ça, il faut qu'on le garde. Parce qu'évidemment, les étudiants, c'est fabuleux. S'ils ne se sont pas plu chez nous, ils repartent. Mais quand ils restent, ils parlent français. Ils sont intégrés, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est des gens éduqués, on en a besoin. Donc, moi, je suis une grosse fan. Et le gouvernement français a fait beaucoup de choses là-dessus. Beaucoup. Ça se passe bien, enfin, il n'y a pas de problème. On a le label Bienvenue en France. Ils ont des bureaux dans plein de pays dans le monde. On peut, de même que l'Angleterre ou les États-Unis, c'est une destination pour les étudiants, on peut faire en sorte que la France soit une destination aussi pour les étudiants. C'est une très bonne idée. Et les motifs économiques, comme vous le constatez, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, il s'avère, quand j'ai discuté, parce que quand on fait ces notes, on va les présenter dans les ministères. Donc, on l'a présenté au ministère de l'Intérieur. Enfin, c'était pas au ministre, hein, c'est ses conseillers, là, enfin, des spécialistes de ces questions. Et il m'expliquait, le monsieur en question, il était très compétent, et il me disait, oui, mais il y a des gens, ils préfèrent venir sur motif familial pour travailler, parce qu'en fait, on a des visas économiques tellement restrictifs, mais c'est tellement difficile, alors que c'est plus facile de travailler avec un visa familial, en fait, on a plus de liberté qu'avec un visa économique. Souvent, ces visas économiques sont très mal faits et donc très, très restrictifs. Mais il n'empêche que, honnêtement, notre immigration, elle n'est pas orientée vers l'économie. Hein, ça se voit au premier coup d'œil. Donc, le constat qu'on fait dans la note, hein, réduite au respect des droits individuels, familiaux et humanitaires, hein, c'est ça notre immigration. On a enlevé, je répète, tout le reste. L'immigration en France est comparativement à nos principaux partenaires de l'OCDE, peu qualifiée, aux origines géographiques peu diversifiées et faibles en volume. Par ailleurs, et ça contribue à un sentiment d'être envahi d'immigrés, on voit que les immigrés se concentrent dans des grandes métropoles. Ils ne se répartissent pas sur tout le territoire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un sentiment dans certains endroits où il y a beaucoup d'immigration, mais ce n'est pas vrai au niveau national. Donc, dans 80% des cas, les immigrés habitent dans des grands centres urbains. Les Français, c'est 60% des cas. Donc, c'est une surreprésentation des immigrés dans les grands centres urbains. Et donc, la perception biaisée d'un grand nombre d'immigrés peut provenir à la fois de cette concentration géographique et de l'importance relative de la seconde génération qui, elle, n'est pas immigrée. Ils sont français. Donc, mais les gens ils font des amalgames qui peuvent donner l'impression que l'immigration est grande. Elle n'est pas grande. Alors, après, est-ce que ça nous coûte cher? C'est ça l'idée. Et je ne trouve pas ça du tout honteux qu'on ait ce débat. Est-ce que ça nous coûte cher? Si ça nous coûte cher, il faut qu'on en discute. Voilà. C'est des arbitrages. Hein. Si on doit faire des choix entre nos enfants et l'immigration, bon, il faut qu'on en discute. Mais la vérité, c'est que ça ne nous coûte pas cher. Donc, les effets de court terme, donc il y a des effets court terme, puis il y a les effets de long terme de l'immigration. Donc, les effets de court terme, si on regarde... Donc, ça a été étudié très en détail pour les États-Unis, pour d'autres pays. Ça, c'est des études qui sont centrées sur la France. Donc, entre 1990 et 2010, l'immigration n'a eu en moyenne aucun effet sur le salaire des natifs. Et ça, c'est lié à l'effet de complémentarité que j'évoquais. Donc, typiquement, si vous avez un immigré qui est embauché dans un restaurant, il va aller à la plonge et la personne qui est française, elle va aller au service. Vous voyez, c'est ce genre de... Et donc, on voit ça dans toutes les... Même par cellules de qualification, cette complémentarité fait que pour les natifs, l'immigration, ce n'est pas quelque chose qui les pénalise. Il y a des effets négatifs très faibles, mais quand même pas nuls, et transitoire, c'est-à-dire que ça ne dure pas dans le temps, pour certaines catégories de travailleurs, c'est-à-dire les moins qualifiés, en contrat temporaire et dans certaines zones. Enfin, il faut vraiment chercher, quoi. Mais c'est extrêmement, extrêmement faible. Et quand on regarde les études au niveau européen, il y a des effets, mais sur les immigrés qui y sont arrivés la vague précédente. Sur les finances publiques, donc ça, c'est l'effet court terme sur l'emploi. Sur les finances publiques, la contribution nette
des immigrés aux finances publiques, c'est soit plus, soit moins, ça dépend ce que vous comptez, 0,5 du PIB. Selon les pays et les années, y compris la France. Et donc, là aussi, l'impact sur les contribuables est très, très, très faible. Donc, l'immigration dans son ensemble a un impact très faible sur le marché du travail à court terme et sur les finances publiques. Ce n'est pas un fardeau qui nous écrase. Ça, ce n'est pas correct. Et la raison étant qu'effectivement, étant jeunes et en âge de travailler, ce n'est pas des gens qui utilisent les services d'éducation et ce n'est pas des gens en moyenne qui utilisent les services de santé. Donc, ils utilisent assez peu les services publics qui sont plutôt évidents. Alors ça, c'est l'entrepreneuriat. Donc, aux États-Unis, vous avez vu les chiffres, il y a 13% d'immigrés dans la population américaine. Parmi les gens qui posent des brevets, il y a 26% d'immigrés. Et parmi les gens qui créent des entreprises, pareil, c'est 25%. Donc, en gros, les immigrés sont surreprésentés parmi les chefs d'entreprise et parmi, enfin, ceux qui créent des entreprises, les innovateurs. Et ça, on le voit ici. Donc, vous avez les États-Unis. Donc, ça, c'est l'évolution de la part d'inventeurs d'origine étrangère parmi ceux qui déposent des brevets. Donc, vous voyez, on est passé de 10% dans les années 80 à 25, 30, 25%, c'est ce que je vous disais en 2000. C'est pareil pour le Canada. Donc, c'est des pays d'immigration très actifs. Ils ont des visas à points. Ils font venir des gens qualifiés. Et ces gens, ils innovent. Ils innovent et créent des entreprises. La France, elle, malheureusement, ne bénéficie pas de ça. On est là. D'accord. On est à 10%, c'est-à-dire c'est en gros le poids de notre immigration. On n'a pas de surreprésentation des immigrés parmi les innovateurs. Pourquoi? Vous avez bien compris, on a enlevé toute l'immigration de travail. Quand on enlève toute l'immigration de travail, on ne peut pas demander à des gens qui ne viennent pas spécialement dans le but de travailler de faire des brevets. Ce n'est pas le but et donc effectivement, ils ne le font pas. Donc aux États-Unis, cette surreprésentation, vous l'avez ici, 13% de la population est immigrée, 26% des entrepreneurs sont d'origine étrangère, 24% des brevets. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. L'autre chose qui est très importante qu'on étudie, qu'on note, qu'on remarque, sur laquelle on insiste dans la note, c'est que les immigrés aussi, c'est des ponts dans la globalisation. Parce que surtout les immigrés qualifiés, comme ils vont faire du business avec leur pays d'origine, évidemment, ça veut dire qu'on va exporter et importer davantage avec ce pays-là. Et ça, c'est bon, évidemment, pour notre économie, pour le commerce international, pour notre balance des paiements, etc. La France, là encore, se prive de ce genre de bénéfices parce qu'elle a un logiciel qui est vraiment à l'envers. Alors qu'on en a tellement bénéficié au début du XXe siècle de l'immigration qualifiée, là, on s'est coupé avec ça depuis les années 80. Et bon, je pense que c'est une erreur qu'on va payer très cher en termes de croissance, en termes de… On ne sera plus la grande nation qu'on a été parce qu'on était irrigué par ces talents qui venaient de l'étranger. Alors, vous devez vous demander pourquoi les immigrés sont surreprésentés parmi les innovateurs. Les immigrés, évidemment, qualifiés en l'occurrence. Parce qu'en fait, les immigrés, ce n'est pas des gens ordinaires. Ce n'est pas des gens ordinaires parce que pour accepter de partir à 8000 km de chez soi, loin de ses bases, tout seul, il faut avoir en soi l'appétit du risque. Il faut avoir en soi une ambition personnelle très forte. Et ça se traduit automatiquement, ce goût pour le risque et cette appétence cette ambition personnelle, par des gens qui vont prendre des risques en créant des entreprises et qui vont aussi être créatifs. Ils vont prendre des risques en faisant de la recherche et développer des innovations. Donc, ça sélectionne l'immigration, quelque chose que l'école ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas mettre des enfants dans des situations risquées pour voir qui c'est qui survit le mieux à ça, au risque. Et donc, l'immigration, c'est un filtre naturel pour des caractéristiques individuelles qui sont très, très importantes pour la créativité, pour la prise de risque, et qui se font naturellement parce que ceux qui partent, ce n'est pas forcément qu'ils sont plus intelligents que les autres, c'est qu'ils sont différents sur des dimensions qui comptent beaucoup pour l'innovation et la création d'entreprises et de manière générale, l'activité économique. Donc, se priver de ces gens-là, mais moi je trouve ça dramatique personnellement, et TSE est un exemple parfait de cet aspect vertueux de l'immigration. Il faut savoir qu'en recherche, l'exogamie, c'est un principe fondateur. On ne peut pas
embaucher ces étudiants. Enfin, ceux qui le font, ce n'est pas des très bons centres de recherche, honnêtement, parce que comment voulez-vous que quelqu'un que vous avez formé, déjà, vous êtes un peu une espèce de père spirituel ou de mère spirituelle, donc c'est difficile d'aller créer contre son directeur de thèse ou faire quelque chose de vraiment en rupture. Et en plus, vous n'avez pas des idées tellement différentes parce que vous avez été formé par la personne qui est là. Prendre quelqu'un qui a été formé ailleurs, dans un autre système éducatif, avec d'autres directeurs de thèse dans un autre pays, mais vous l'amenez, ça va donner évidemment des idées nouvelles, parce qu'on n'est pas, on réfléchit pas pareil, sans être spécialement créatif soi. C'est juste qu'on n'a pas le même logiciel, parce qu'on n'a pas eu la même formation. Et ça, la France, évidemment, on est nul là-dessus en ce moment, c'est bien malheureux. On a été très bon, hein, à une époque, on était un phare dans la nuit. Il y avait l'apartheid aux États-Unis, enfin la ségrégation, il y avait des pogroms à l'Est, il y avait voilà, donc, des gens qui se faisaient torturer en Amérique latine, tout le monde venait chez nous. Ça nous a énormément enrichis, quoi, énormément collectivement, je veux dire. Hein. Ce n'est pas que la littérature, la peinture, etc. C'est aussi les innovations, c'est aussi l'activité économique. Donc, par ailleurs, alors, cette note, elle est sur l'immigration qualifiée. C'était aussi parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus facile à entendre par les Français, mais il faut savoir que l'immigration pas qualifiée, elle est aussi bénéfique. Elle ne conduit pas à autant d'innovation, bien sûr, et à autant de ponts dans la globalisation et à autant de création d'entreprises. Mais par contre, ce que les immigrés peu qualifiés font, c'est qu'ils permettent d'occuper des emplois qui sont délaissés et surtout, ils permettent de libérer le travail qualifié féminin. Les femmes, je ne sais pas si vous le savez, mais 60% des diplômés du supérieur depuis maintenant plus de 25 ans sont des femmes. Hein, donc, il y a plus de femmes qui sont diplômées du supérieur que les hommes. Le problème, enfin, c'est qu'elles doivent aussi porter les enfants. Du fait de l'immigration, ça permet, quand les enfants, on sait qu'ils sont en sécurité et qu'ils sont bien traités, ça permet d'aller travailler de manière plus libre. Et de ce fait, voilà, c'est une des vertus aussi de l'immigration peu qualifiée. Donc, le constat qu'on fait, c'est le troisième, hein, l'immigration de travail complète l'offre d'emploi des nationaux. Les plus qualifiés innovent, créent des entreprises. Les moins qualifiés occupent des emplois délaissés et libèrent le travail qualifié féminin. Leur force de travail est procyclique, donc ils viennent quand il y a du travail, ils partent quand il n'y en a plus. S'ils sont là légalement, on appelle ça l'immigration circulaire. Si vous êtes là de manière irrégulière, vous ne pouvez pas repartir parce que c'est très difficile de rentrer dans ce cas-là et donc vous êtes coincé. Et c'est une source de flexibilité pour les entreprises. Alors, une autre chose qui est très importante, c'est la diversité des lieux de naissance. Alors là aussi, je vous ai montré, la plupart de nos immigrés viennent du continent africain. C'est très peu diversifié, notre immigration. Et ça, c'est dommage, parce que ce qu'on a pu constater, c'est qu'au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau, à la petite échelle, au niveau de l'entreprise, par exemple, les équipes les plus diverses en termes de lieux de naissance ont de meilleures performances. Donc ça, c'est des expériences qu'on fait en laboratoire avec des étudiants étrangers. On fait des équipes homogènes, des équipes pas homogènes, plus diverses en termes de lieu de naissance. Et on leur fait faire la même chose. Les équipes qui sont hétérogènes en termes de lieu de naissance, elles sont plus performantes. Et pourquoi? Parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a des complémentarités productives dans les savoirs, les qualifications et les procédures cognitives. Ils ne réfléchissent pas pareil, ils n'ont pas été formés pareil, et ça a une valeur pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. Au niveau plus agrégé, macroéconomique, la diversité de l'immigration qualifiée a un impact positif sur les niveaux de revenus et de productivité des pays riches. Donc, on constate ça dans les données et ce n'est pas surprenant vu tout ce que je vous ai expliqué. Donc, la diversité… D'ailleurs, il faut savoir, vous avez tous entendu parler, je pense, de la carte verte, la loterie de la carte verte. En fait, c'est une loterie de la diversité. C'est-à-dire que pour pouvoir être éligible, pour pouvoir candidater à cette loterie, il ne faut pas qu'il y ait eu l'année précédente plus de 50 000 personnes qui venaient de votre pays, qui ont immigré aux États-Unis. Oui, c'est ça, la carte verte, c'est aux USA. Donc, c'est pour vous dire que la diversité, ça peut être un objectif de l'immigration. Hein. D'ailleurs, en l'occurrence, cette carte verte, c'est ça. Et le permis à points canadien, mais aussi, s'ils décident qu'ils veulent avoir des gens qui viennent de telle région du monde, ils mettront des points supplémentaires à ces gens qui viennent des gens du monde. Mais la diversité, c'est bien. C'est bien de ne pas avoir que des gens tous pareils.
Donc, ce que je disais, je l'ai déjà dit, l'immigration, c'est un atout dans la mondialisation. Donc, on va avoir un impact positif de l'immigration sur les exportations parce qu'il y a des réseaux de diaspora qui facilitent l'exportation. Ça baisse les coûts de transaction. Vous connaissez le terrain sur place, c'est évidemment énorme. Vous parlez la langue, etc. La productivité des entreprises via des transferts de savoir productif aussi. Si vous travaillez dans un pays, que vous allez dans un autre, vous allez amener avec vous le savoir-faire que vous aviez sur les savoirs productifs. Et puis, à travers la diversité de la main-d'œuvre. Et finalement, un truc très important, c'est les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers et les flux financiers qui sont favorisés par l'immigration là aussi. Donc, l'immigration qualifiée favorise la diffusion des connaissances productives parce que quelqu'un qui va dans un autre pays avec des connaissances, il va les transmettre. Alors, il y a eu des études magnifiques d'ailleurs aux États-Unis sur comment ces choses-là, des années après, notamment des immigrés vietnamiens et des années après à la fin de la guerre du Vietnam aux États-Unis, on a pu mesurer l'impact sur le commerce international de l'immigration. C'est des études magnifiques en termes d'identification des causalités, c'est très très beau. Et donc, c'est un vecteur clé du commerce international et de l'investissement direct à l'étranger. Donc, il faut repenser la politique migratoire de la France, c'est notre credo et il me semble, il est urgent de le faire. Vous avez sans doute, vous ne vivez pas, surtout dans cette salle, vous qui êtes aussi curieux et intéressé par plein de choses, mais aussi l'actualité. Donc, vous savez que les entreprises françaises peinent à trouver des salariés. C'était le cas avant la crise sanitaire, avant la crise du Covid. En sortie de crise du Covid, c'est encore pire, puisqu'il y a une reprise économique très, très forte à la fin des pandémies et des confinements. Ça a été le cas après la fin de la pandémie de la grippe espagnole. Il y a toujours une reprise très, très forte. Et donc, on cherchait des salariés avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, le chômage n'a jamais été aussi bas dans notre pays parce que les gouvernements successifs ont fait des efforts pour réduire le chômage avec succès, s'appuyant d'ailleurs sur des études d'économistes. Et du coup, avec un chômage à 7,5, c'est dur de trouver des salariés. Évidemment, c'est dur. Donc, ces entreprises, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y en a 50% aujourd'hui qui cherchent des salariés désespérément, qui n'en trouvent pas. Et ça, pour notre pays, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que si vous êtes une entreprise que vous ne trouvez pas de salariés, vous allez faire deux choses. La première, c'est renoncer à créer de l'activité économique. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne le faites pas. D'accord? Mais ça veut dire moins de bons emplois pour nos enfants, moins d'activités pour les Français. La deuxième chose, si vous êtes assez gros, que vous êtes un groupe, vous allez délocaliser là où la main-d'œuvre est abondante, puisque en France, c'est un problème. Je vais ailleurs. Ça aussi, vous comprenez bien que pour nos enfants, pour la France, c'est de très, très mauvaises idées. Donc, résoudre ce problème du travail pour nos entreprises, c'est assez urgent. Donc là, ce que vous voyez, c'est un graphique qui donne les difficultés de recrutement et le lien avec l'immigration en France. Donc là, c'est des entreprises en 2021 qui se plaignent de difficultés à trouver des salariés. Et vous avez de tout. Vous avez des administrations publiques, les banques, les assurances, ils n'y arrivent pas. Le bâtiment, c'est une catastrophe. L'hôtellerie, la restauration, le transport, le tourisme, l'informatique, le commerce. Enfin, il y a de tout. Il y a des trucs très qualifiés et il y a des trucs beaucoup moins qualifiés. Les hôpitaux publics, si on enlève les immigrés, mais c'est une catastrophe, on va tous mourir. Vous n'avez pas intérêt à aller aux urgences. Donc, c'est vraiment un souci. Et il y a une solution qui est donc de faire venir des gens qui ont les compétences qui nous intéressent. Et là, ce que ça vous montre, c'est la part des immigrés avant la crise sanitaire. Et donc, effectivement, les secteurs où il y avait traditionnellement plus d'immigrés, le BTP, la restauration, c'est des secteurs où il y a toujours eu pas mal d'immigrés, parce que ça, c'est des immigrés peu qualifiés, parce que ce n'est pas des emplois que les Français souhaitent occuper. Eh bien, ceux-là, évidemment, en sortie de pandémie, ils sont à la recherche de salariés, parce qu'on a arrêté complètement l'immigration pendant un an ou deux du fait des confinements. Donc, il faut absolument… Alors, il y a ce fameux titre de métier en tension, vous en avez sans doute entendu parler. Le ministère de l'Intérieur proposait de donner des titres de séjour d'1 an, donc des visas d'1 an, pour des immigrés qui seraient en situation irrégulière en France, qui travailleraient depuis au moins 3 ans et qui d'ailleurs, c'était eux qui nous amenaient Uber Eats sur leur vélo pendant la pandémie, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ils proposent ça…
pour qu'ils aillent sur des métiers en tension. Alors moi, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. Je ne trouve pas qu'il y ait un soutien massif du Parlement. Et c'est quand même bien dommage, parce que c'est quand même beaucoup plus décent de faire ça que de continuer à employer des gens en situation irrégulière, parce que ce n'est pas les entreprises les plus vertueuses, évidemment, qui en ont le plus. Hein, vous le comprenez bien. Donc ça, ça serait une très bonne mesure. Et donc, je trouve que c'est assez courageux qu'ils aient posé ça sur la table, même si bon, je ne suis pas très optimiste sur le fait que ça puisse passer. Alors, le problème des métiers en tension, quand on a rédigé la note, on a bien sûr aussi interviewé le ministère du Travail, etc. La liste des métiers en tension n'avait pas été révisée depuis 10 ans. Inutile de vous dire qu'en 10 ans, ce qui était en tension à 10 ans n'était plus du tout 10 ans après. Donc là, ils l'ont révisé récemment, donc ça va. Mais vous imaginez toutes les lenteurs administratives, etc., parce qu'on vous oppose la situation de l'emploi. Hein, donc il faut prouver que vous ne trouvez pas de salariés pour qu'on donne un titre de séjour. C'est des usines à gaz à la française, hein, on adore ça. Nos administrations en sont friandes. Et donc, on avait dit, bon, dans cette note, écoutez, essayez de... D'abord, ce n'était pas numérisé. Alors, évidemment, avec la pandémie, ça s'est accéléré. Non, il fallait faire des dossiers papier qu'on envoyait. Non, mais 21e siècle. Sobriété énergétique, on y va, les forêts coupées. Donc, c'était un cauchemar. Je ne sais pas, vous vous souvenez peut-être de ce boulanger qui avait fait grève. On n'arrive pas... moi, j'étais sur des plateaux de télé avec des entrepreneurs de TI, enfin, des boîtes assez grosses, qui me disaient, mais moi, j'ai un salarié, j'en suis super content. Il est là en situation irrégulière. On n'arrive pas à lui renouveler les papiers. Et on manque de gens. Enfin, je veux dire, et c'est vraiment là les problèmes de l'administration elle-même. Hein. On marche sur la tête. Et donc, ils sont désespérés. Ce n'est pas des voyous. Ils veulent que ce type reste en situation régulière. Il me dit, moi, j'ai qu'une trouille, c'est qu'ils repartent. Bon, voilà. Donc, il faut poursuivre des efforts pour numériser. Donc, ça, ils l'ont fait. Maintenant, et nous, ce qu'on recommandait, parce que quand on regardait les données, à Paris, quand ils instruisaient ces dossiers, ils étaient assez compétents. Donc, en général, vous aviez les titres de séjour. Dans les autres préfectures, alors là, c'était toujours non, ou la loterie. Enfin, ça dépendait. Si le préfet il avait peur de faire une connerie, donc il ne donnait pas les titres de séjour. Donc, il y avait une très grande variance sur le territoire. Donc, nous, on a dit que ça serait mieux qu'il y ait quand même un guichet unique. Alors, ce n'est pas un guichet unique, mais il y en a moins. C'est numérisé, c'est centralisé un peu plus. Et je pense que donc ça s'est grandement amélioré du fait d'ailleurs de ces métiers en tension qui sont un souci pour le gouvernement, hein, vraiment. Alors, on nous dit, au ministère du Travail, on nous dit, oui, mais on a des chômeurs. D'accord, mais on ne va pas mettre des gens, par exemple des NEET, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune qualification, qui ont quitté l'école, etc. On ne va pas les mettre infirmières. C'est des métiers très qualifiés. Voilà, on ne peut pas mettre un chômeur systématiquement. Et puis après, voilà, notre modèle social fait que les gens, ils ont le droit d'être un peu exigeants sur les emplois qu'on leur propose. Donc, c'est difficile pour des entreprises de trouver des salariés parfois. Et nous, ce qu'on propose, alors c'est ça le plus important, et il y a des députés qui ont porté cette idée là dans le débat parlementaire, ce qui est très très bien. Donc nous, on propose de mettre en place un système comme au Canada, c'est-à-dire un système à points. Donc, vous pouvez vous connecter sur le site du Canada pour voir, bon, je vous le dis tout de suite, vous n'aurez pas de points, parce que quand on a passé un certain âge, moi, je n'ai pas de points, par exemple, on ne vous veut plus. Donc, ils veulent des gens, on l'a vu, la pyramide des âges, hein, qui sont en âge de travailler. Si vous n'avez aucune expérience, pareil, vous n'avez pas beaucoup de points. Mais si vous avez l'expérience, que vous parlez français, parce que le Canada, il y a des critères linguistiques, hein, et anglais, c'est encore mieux, que vous avez voilà, des compétences qui leur manquent, vous allez avoir des points et vous aurez les papiers très rapidement. Donc, c'est un système qui est facile et qui permet au gouvernement d'énoncer clairement ce qu'il a besoin, ce qu'il veut, c'est transparent. Et ça permet d'envoyer au reste du monde, c'est ça le plus important, un message comme quoi, en tant qu'immigré, vous êtes bienvenus. Parce qu'un pays qui a un système à points, ça veut dire, nous, si vous êtes un immigré qualifié, que vous voulez venir en France, il n'y a aucun canal. Aucun, à part le passeport talent qui a été créé il n'y a pas longtemps, et c'est 10 000 titres de séjour par an, c'est peanuts, c'est que dalle. Il n'y a rien. Il faut qu'une entreprise vous réclame. Bon, au Canada, vous êtes doué, vous êtes un chercheur, ou aux États-Unis, vous pouvez candidater et vous allez avoir un visa parce que, voilà, juste, on vous veut parce que vous avez du talent. Nous, non. Non, vous avez du talent, passez votre chemin. Hein. Et ben, bon, moyennant quoi, effectivement, les gens qui ont du talent, ils passent leur chemin et ils vont ailleurs, pas chez nous, en Amérique du Nord, en Allemagne maintenant.
Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est d'introduire en France un système clair et prévisible, pas un truc qui soit opaque et incompréhensible, et surtout qui change d'une préfecture à l'autre. Donc, de type système à points qui va pondérer les études, l'expérience, les compétences linguistiques, c'est important, les liens personnels et familiaux, tout ça c'est fait dans le permis à points canadien, enfin le visa à points. Voir l'origine des candidats, ça, on peut prévoir de la diversité, puisqu'on n'en a pas assez, à l'immigration. Et ça permet d'avoir une politique migratoire qui est efficace, surtout qui envoie un message positif à l'extérieur, aux gens qualifiés, en leur disant « Bienvenue en France, vous êtes qualifiés, on serait très content que vous veniez nous rejoindre ». Alors, pour l'instant, la seule chose qui existe, c'est le passeport talent. Alors, c'est très mal nommé, c'est un visa de 4 ans, ce n'est pas un passeport. Donc, c'est une carte de séjour. Hein. Et c'est des jeunes qualifiés. Alors, il faut être des chercheurs, par exemple, ou des créateurs d'entreprises vraiment très prometteurs. Et donc, juste pour vous donner un chiffre, en 2019, il y en a eu 13 500. Voilà. C'est rien, enfin, je veux dire, sur 300 000 titres de séjour, bon, c'est n'importe quoi. Et donc, c'est ce que disent les parlementaires qui proposent qu'on regarde le permis à points, en disant le passeport talent, c'est pas donné de manière assez généreuse, on n'attire pas assez de gens qualifiés dans notre pays, et notre politique migratoire est tellement restrictive et puis vocale, enfin le reste du monde l'entend, hein, ce qu'on dit. Hein. Donc, les gens même qui peuvent venir chez nous, qualifiés, qui pourraient venir chez nous sans problème, puisqu'ils sont européens, ils ne viennent pas. On a une immigration intra-européenne qui est beaucoup plus faible, par exemple, que l'Allemagne, parce qu'ils n'ont pas envie. Mais imaginez-vous, vous avez un enfant, un petit enfant, il vous dit, bon, j'aimerais bien bouger quelque part. Ben, vous n'allez pas l'envoyer dans un pays qui a fait de la lutte contre l'immigration son truc numéro 1. Hein, parce que vous dites, il va être victime de racisme, il va être victime, voilà. Donc, dès qu'on sait qu'il y a un pays, par exemple, moi, je connais plein de gens aujourd'hui, ils ne candidatent même plus des chercheurs en Angleterre. Oui, on a les conséquences de ces choix politiques. Et nous, on compte les immigrés comme on compte les morts sur la route en France. Ah oui, les morts sur la route, c'est pareil. On nous dit, c'est comme si c'était un problème à résoudre l'immigration. Il faut diminuer l'immigration. C'est ça la logique, le logiciel français. Imaginez que vous soyez qualifié à l'étranger, vous avez envie d'aller dans un pays comme ça. C'est pas accueillant, quoi. Ça fait pas envie. Ça fait pas envie. Et ben voilà, ils viennent pas. Alors, par exemple, quand on regarde le classement de l'INSAID, donc l'INSAID établit un classement de l'attractivité des pays, notamment pour les étrangers. La France, elle se classe 19e. On est la 6e puissance économique mondiale. On est 19e dans ce classement. On a une image. Quand Hollande envoyait des bus pour faire venir des réfugiés syriens, ils ne montaient pas dans les bus pour la France. Hein. Non, mais personne ne veut venir chez nous. On n'est pas envahi d'immigrés. En fait, ils ne veulent pas. Il y en a quelques-uns qui veulent bien parce que voilà, ils n'ont pas le choix. Mais franchement, on n'est pas attractif et singulièrement pas auprès des Picasso, des Marie Curie et des Charpak de ce monde. Hein. Ils ne viennent plus chez nous. Voilà. Donc, on a réussi au moins ça. Et moi, je trouve qu'il est temps qu'on change notre logiciel pour qu'on renoue avec notre histoire. On est un grand pays parce qu'on était un grand pays ouvert. On n'est pas la Corée du Nord. Hein, sinon, on va devenir comme eux. Hein, c'est pas marrant. Donc, il faut aussi… Alors, un truc où on est bon, miraculeusement, je l'ai déjà évoqué, c'est les étudiants. Et ça ne pose pas de problème. Hein. Je n'entends pas des gens dire qu'il faut empêcher les étudiants étrangers de venir en France, pas du tout. Donc ça se passe très bien. Par contre, et là, alors, on a demandé au ministère de l'Intérieur, etc., mais c'est très faible, les taux de rétention. On a un problème sur la transition études-emploi, parce que pour qu'ils restent en France et qu'ils aient un titre de séjour, toujours pareil. Alors, si vous avez fait une licence, il faut gagner de temps, il faut faire un métier qui est exactement dans le diplôme, mais c'est ridicule. Même les jeunes Français, ils acceptent au début de faire un peu autre chose, quoi. Enfin, il faut avoir de l'expérience pour atteindre son métier idéal. On est bien d'accord. Ben, les étrangers, non, il faut que d'emblée, vous avez fait des études de gestion machin, il faut que vous ayez un emploi de gestionnaire machin. Ben non, ça ne marche pas. Donc, ils ne peuvent pas rester, ils n'ont pas les titres de séjour.
Et donc, nous, ce qu'on propose, évidemment, c'est de fluidifier et d'étendre l'octroi d'un titre de séjour à l'issue des études, comme le font les autres pays, d'ailleurs, l'Angleterre, etc. Vous avez quelques mois pour trouver un emploi. Vous en trouvez un, tant mieux. Vous n'en trouvez pas, vous pouvez repartir. Mais au moins, laissons une chance à nos étudiants. C'est un investissement qu'on a fait avec l'argent des contribuables français. Essayons d'en tirer bénéfice quand même. Et c'est des gens, ils parlent la langue, ils aiment le pays. Donc, ceux qui ne l'aiment pas, ils partent. Hein, de toute façon, ils ne sont pas obligés de rester chez nous. Donc, voilà, moi, je pense que ça, c'est très bien. Et l'État français fait beaucoup à ce niveau-là, sans communiquer, mais ils font beaucoup. Hein, je répète, il y a tout ce label Bienvenue en France, l'université dans laquelle on se trouve aujourd'hui est labellisée Bienvenue en France. Donc, c'est des critères qu'il faut respecter pour que quand les étudiants étrangers arrivent, ils aient une certaine qualité d'accueil. On a des bureaux, bien sûr, en liaison avec des ambassades pour faire la promotion de nos diplômes à l'étranger. Et tout ça, c'est efficace. Donc, continuons à essayer de le... Si on veut attirer, par contre, des étudiants qui viennent de pays non francophones, il faut développer l'offre de cours en anglais. Ce qu'on fait, nous, à TSE, on a une partie de nos filières qui sont toutes en anglais. Et du coup, on a des étudiants, effectivement, qui ne sont pas francophones. Ils apprennent le français. Hein. On ne peut pas vivre vraiment en France longtemps sans parler français. Mais quand ils arrivent, la langue de travail, c'est l'anglais. Et donc, ça permet à eux de... Voilà. Voilà, en attendant, donc j'ai bientôt fini, hein, t'inquiète pas. Voilà, on va pouvoir parler. Donc, je termine là-dessus, si tu me permets. En attendant, donc, qu'est-ce qui se passe? Comme on n'a pas cette politique migratoire économique, dynamique et organisée, ben, on a des emplois qui sont en tension, donc non pourvus, et des besoins qu'ont les entreprises. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on emploie des gens qui sont sans papier. C'était d'ailleurs le but de cette proposition de régulariser des gens qui travaillent déjà sur des emplois en tension. C'est pour rendre les choses plus propres, parce que de fait, c'est ça. Et ça, contrairement à ce que dit l'extrême droite, ça, c'est un pull factor. Ça attire des gens qui vont traverser la mer au péril de leur vie parce qu'il y a du boulot à l'arrivée. C'est ça qui crée l'appel d'air. Ce n'est pas de régulariser des gens qui vont travailler et qui sont déjà là. C'est le fait qu'il y ait du boulot à l'arrivée. D'ailleurs, les pays où il y a très peu de travail non déclaré, donc les immigrés sans papier ne peuvent pas, ils n'ont pas d'immigration clandestine. Donc, si quand vous arrivez dans un pays, il n'y a pas de boulot pour vous, ben, vous n'y allez pas. Parce que, je répète, le but du jeu, c'est quand même de travailler. Et donc ça, c'est une autre politique migratoire. Et nous, on est d'une hypocrisie sans nom. Donc, comme c'est très dur d'affronter les électeurs sur ces thèmes-là, il faut être pédagogue, il faut expliquer les choses. Le statu quo, c'est, on dit qu'on est très ferme sur, et l'archétype de ça, c'est Trump, on est très ferme sur l'immigration, on fait un grand mur qui coûte des milliards de dollars, fait des millions de dollars entre les États-Unis. Et sur la même période, il n'y a pas une entreprise américaine qui a été condamnée pour employer des gens sans titre de séjour. Alors qu'on a des passeports biométriques, la e-administration, mais on n'a pas contrôlé une entreprise. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, ça, il faut me l'expliquer. D'accord? Donc, on met tout le danger sur les immigrés. Si par miracle, ils arrivent à passer après avoir payé des passeurs, parce qu'il y a aussi, du coup, les filières de passeurs, ça crée l'instabilité dans les pays d'origine, mais aussi de transition. C'est des criminels, hein, ils sont très organisés. Donc, ça, c'est un autre thème, on pourra en discuter. Mais... Donc, les clandestins, c'est vraiment un business. Et je trouve cette politique, moi, personnellement, très hypocrite. Donc, tant qu'il y aura du boulot pour des gens sans papier, il y aura des gens sans papier qui viendront. Et c'est quand même mieux de faire les choses proprement, avec des titres de séjour dans les pays d'origine, de l'immigration circulaire. Quand il n'y a pas de travail, vous repartez. Et par contre, si vous venez sans titre de séjour, vous n'aurez pas d'emploi. Les gens ne prendront plus le bateau au risque de mourir dans la Méditerranée. Donc, en France, une entreprise de moins de 10 salariés n'a aucun risque d'être contrôlée par un inspecteur du travail, sauf en cas de négociation. Quant à celles qui ont plus de 10 salariés, selon les statistiques, elle sera inquiétée en moyenne une fois tous les 70 ans, sachant qu'une entreprise a une espérance de vie de 20 ans à peu près. Bon, tout va bien, hein, dans le meilleur des mondes. Donc, moi, je pense qu'on est dans une situation qui est extrêmement dommageable. Et alors, le résultat de ça, c'est que ça fait le lit de l'extrême droite, puisqu'on a beau dire qu'on est très ferme sur l'immigration, comme évidemment on a quand même besoin de ces gens, on les laisse malgré tout venir, et bien du coup on a l'impression que l'État est impuissant. Puisqu'il dit qu'il lutte contre l'immigration, il y a quand même des immigrés qui viennent. Donc c'est que vraiment l'État n'arrive pas à faire son travail, et donc on a besoin d'un État beaucoup plus viril et martial. Pas du tout, on a besoin de faire les choses différemment, et c'est possible. Il y a des pays qui ont très peu de travail non déclaré et ils ont très peu d'immigration clandestine. Voilà.
Et c'est quand même beaucoup plus vertueux. Voilà, donc c'est une politique pour moi qui est schizophrène, qui va combiner actions surmédiatisées. Alors l'archétype de ça, c'était Trump, reconduite à la frontière, construction de camps, de murs, et en même temps, absence de sanctions contre les entreprises qui emploient ces gens. Ça veut dire qu'on ne veut pas résoudre ce problème. Sinon, on ne fait pas comme ça. Et c'est pareil, bien évidemment, aux USA, par exemple, Obama n'a pas réussi à faire passer le programme E-Verify qui consistait à exiger que les entreprises vérifient la légitimité de leurs salariés par des procédures Internet, hein, ce n'était pas très coûteux. Ça a été combattu par des lobbies qui ont montré, notamment les lobbies agricoles, parce que c'est eux qui emploient les clandestins, ils ont montré que ça pénaliserait des Américains, notamment les femmes mariées, parce que l'administration ne tient pas bien ses registres à jour. Et sur cette base-là, cette loi n'est pas passée. Donc, vous voyez, c'est pas... C'est comme... Voilà, ben, je vais m'en tenir là. Donc, en vous laissant sur les risques, je voulais dire que le titre, c'est la fin de Marx. Hein. Pourquoi? Alors, la fin de Marx, parce qu'on voit bien que entre la lutte des classes et enfin, les inégalités de classe et les inégalités de naissance, évidemment, aujourd'hui, c'est plus les inégalités de naissance qui pèsent que les inégalités réellement de classe. Et donc, bon, voilà, c'est quelque chose qui est devant nous. Voilà, merci. Merci Emmanuel et merci pour la passion que tu as montrée dans cet exposé. Donc là, on rentre dans la partie questions, débat. Sûr qu'il va y en avoir. Hein. Voilà, ça commence. Le premier que je vois. Donc, bonjour, merci pour votre intervention. À propos de ce que vous avez présenté au début sur le nombre de migrants ou le pourcentage de migrants dans l'OCDE, vous avez dit 10%. Et l'OCDE, je ne sais pas exactement le périmètre, mais par rapport aux 3% mondiaux, est-ce que dans le périmètre, il y a la Turquie, il y a, je ne sais pas trop les autres pays, parce qu'on a fait des deals avec un certain nombre de pays pour qu'ils les gardent à la frontière. Donc, je ne sais pas. Parce que j'avais cru comprendre qu'en France aussi, c'était de l'ordre de 3%, enfin, en Europe, disons. Non, en Europe, en France, c'est plutôt 13%, en fait. Donc 10-13%. Ça dépend comment on compte, parce que l'ONU compte d'une certaine façon et l'INSEE compte d'une autre façon. Donc l'ONU considère que quelqu'un est immigré à partir du moment où il n'est pas né dans le pays où il réside. Donc même si vous êtes français né à l'étranger, vous êtes avec vos parents au Maroc, vous naissez là, vous êtes français pour l'INSEE, pour l'ONU, vous êtes immigré quand vous arrivez en France. Donc, voilà, c'est une définition. Donc, celle de l'ONU, il y a plus d'immigrés dans l'ONU qu'à l'INSEE. C'est aussi pour ça que les chiffres, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, dans les pays de l'OCDE, il y a le Mexique et il y a la Turquie, effectivement. Donc, c'est les pays riches et en transition, certains en transition. Mais ce n'est pas parce qu'il y a effectivement des camps de rétention en Turquie que les chiffres changeront beaucoup. Les réfugiés, hein, c'est des réfugiés, c'est une petite fraction de l'immigration mondiale. C'est vraiment pas grand-chose. Oui, mais enfin, il y a quand même pas mal de migrants qui sont ou migrants dans leur pays, une grande partie, et ou qui sont migrants dans les pays voisins ou proches. Alors, on ne dit pas que c'est un immigré quand on est dans son pays. On dit on peut être déplacé dans son pays, mais ce n'est pas une définition d'immigration. Mais c'est vrai qu'il y a des réfugiés qui sont retenus en Turquie, mais au niveau mondial, les chiffres des réfugiés, ce n'est pas grand-chose par rapport à ces chiffres que je viens d'évoquer. Le gros volume des immigrés, c'est des immigrés plutôt économiques. J'aurais dû poser toutes les questions, je ne veux pas engager un débat non plus, excusez-moi. Par rapport aux bienfaits de l'immigration, on peut évaluer environ à 3 milliards par rapport au PIB ce que rapportent les immigrés à la France. 0,1% du PIB, ça fait à peu près ça, 3 milliards d'euros. C'est ce que j'ai lu par ailleurs et c'est ce que confirme, vous dites 0,1% du PIB à peu près. Non, 0,1, c'est 3 milliards. Non, je ne sais pas, c'est très compliqué de savoir exactement combien ça rapporte l'immigration, si on peut le dire comme ça, d'autant plus que les bienfaits sont souvent les plus importants, ils sont à long terme. C'est l'innovation, c'est la création d'entreprises. Et bon, ça, franchement, pour mesurer dans le long terme ce que ça contribue, c'est difficile, vous voyez. Mais ce qu'on sait, c'est que si on enlève l'immigration, par exemple,
dans des pays où il y en a beaucoup plus que chez nous, notamment l'immigration qualifiée, comme les États-Unis, on a vu les courbes. Oui, c'est sûr que ça va être un choc terrible sur l'innovation aux États-Unis dans les années qui suivent. Hein. Mais bon, eux, ils continuent à laisser venir. Mais même les immigrés qualifiés, Trump était tellement populiste qu'il avait mis des difficultés à ce qu'ils aient les papiers, hein, même les qualifiés. Donc. Alors, j'ai deux questions. La première, vous avez souligné le très faible taux de rétention des étudiants étrangers en France. Est-ce qu'il existe des analyses de l'impact économique pour la France de ces étudiants étrangers qui retournent dans leur pays d'origine à la fin de leurs études ou qui vont ailleurs? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, elle est en relation avec un sujet dont on ne parle pas beaucoup en ce moment, c'est la réforme des retraites. Je lisais le rapport du corps, du comité d'orientation des retraites, et dedans, le corps a pris des hypothèses sur l'immigration à venir pour les années et les décennies à venir. Et j'ai lu très récemment que, d'après certains spécialistes démographes, ces hypothèses prises par le corps sont en deçà de ce que les spécialistes attendent, avec donc un impact qui serait, la réalité serait plus d'immigration, donc une meilleure balance des chiffres de la retraite. Est-ce que vous avez un avis sur cette deuxième question? Alors, sur la deuxième question, moi, il me semble qu'on va rentrer dans une période où les pays vont, d'ailleurs c'est déjà commencé, hein, vont se battre en tout cas pour les immigrés qualifiés. Donc, parce que donc c'est un peu par là, nous on n'en veut surtout pas, mais bon, on est complètement à la traîne. L'Allemagne vient de changer sa législation, donc tous les pays, la France aussi, hein, mais bon, la France c'est des volumes financiers gigants. Il faut amener 1 million d'euros, je ne sais pas combien, donc, pour avoir des papiers. On peut acheter des visas en France, mais il faut être très riche. Mais la plupart des pays donc, ont des politiques migratoires qui sont orientées vers les gens qualifiés. Et donc, dans le futur, moi, je ne suis pas sûre. Alors, il y a bien sûr quelque chose qui va faire qu'il y aura de l'immigration, c'est le changement climatique, ça oui. Mais s'il n'y avait pas ça, dès qu'un pays, ça on le voit très clairement, dès qu'un pays atteint un certain niveau de revenus par habitant, l'immigration s'arrête. C'est ce que je disais au départ, c'est tellement coûteux d'aller habiter ailleurs, mais c'est tellement coûteux de ne pas voir ses parents, pas voir ses frères et sœurs. Il faut s'imaginer que les gens, ils ne rêvent pas de ça quand même. Hein. Donc, ils préfèrent rester chez eux. Ils le font parce qu'il y a des enjeux énormes. Donc, voilà. Mais dès qu'un pays s'enrichit suffisamment, l'immigration, stop. Donc, moi, je ne suis pas convaincue. Donc, évidemment, ce qu'on voyait avant la pandémie et la guerre en Ukraine, bon, voilà, qui change un peu les choses, on voyait des tas de pays qui s'enrichissaient de manière assez régulière, et donc les vagues migratoires qui étaient associées diminuaient. Maintenant, il y a toute la partie sahélienne qui va être inhabitable, vraisemblablement. Donc là, oui, il y aura forcément des terres immergées en Asie. Bon, donc, il y aura des flux migratoires, mais plus du modèle réfugié. Si on ne le prépare pas, ça va être des réfugiés, ça ne va pas être des immigrés économiques qui font ça de manière construite. Donc, mon point de vue, c'est que si on arrive à maîtriser la croissance mondiale, on aura de moins en moins d'immigration, parce que les gens n'auront pas spécialement, on aura l'immigration qu'on a intra-européenne, c'est-à-dire des jeunes qui vont étudier quelques années, puis qui reviennent, voilà, des choses comme ça, mais pas des flux migratoires importants. Par contre, du fait du changement climatique, il y aura effectivement un volume migratoire. Donc ça peut être une chance pour nos économies vieillissantes, parce que oui, c'est un amortisseur des retraites. Hein. S'il y a plus de gens qui travaillent, le système est beaucoup plus soutenable. Mais je ne suis pas aussi optimiste que ce volume sera très grand. Vous voyez, donc ça, ce n'est pas clair. Il y a des incertitudes, ce n'est pas clair. Et la première question, c'était… L'impact économique des étudiants qui ne restent pas. Ça, non. Mais par contre, alors, une chose dans les débats, donc c'est très intéressant quand on a sorti cette note, bon, il y a très peu de gens enfin, il n'y a personne qui a dit que il y avait des choses fausses dedans. Donc déjà, nous, on a beaucoup travaillé au CAE, il y a des équipes de salariés, donc on était très nombreux à travailler sur cette note. Et
On a vérifié chaque chiffre. Enfin bon, ça a été un énorme boulot parce qu'on savait que c'était un peu polémique et donc on ne voulait surtout pas ajouter à la polémique. On voulait au contraire. Donc la bonne surprise, ça a été que personne n'a dit qu'il y avait des choses factuellement fausses, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Mais il y a eu des critiques. Alors évidemment, j'ai reçu des lettres d'insultes de groupuscules extrémistes de droite, mais à gauche, enfin, en tout cas une partie de la gauche, il y avait cette idée, oui, bon, donc ils n'arrivaient pas à dire que ce n'était pas bien l'immigration, mais ils disaient, oui, mais c'est du brain drain, donc vous allez piquer les cerveaux dans les pays pauvres et les amener dans les pays riches. Et donc, alors donc, c'est une bonne peut-être une question que vous posiez. Et alors ça, il y a des études par contre, donc ce n'est pas exactement votre question, mais c'est est-ce qu'on doit empêcher les gens de bouger? Donc moi, je ne suis pas du tout paternaliste. Personnellement, je n'ai pas envie qu'on me dise où je dois habiter. Et le problème, c'est que si vous dites, moi j'habite en Ariège, donc comme le philosophe à Verniolle, Simon Verniolle, c'est un grand centre intellectuel, je ne le savais pas. Je découvre des choses. Et donc, moi, si on me dit, tu ne peux pas quitter l'Ariège, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un brain drain, donc on veut que les intellectuels ils restent en Ariège, ben, je ne deviens pas professeur d'économie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais devenir autre chose, mais il n'y a pas d'université en Ariège. Bon. Donc, si vous voulez contrôler la vie des gens, alors, on veut bien ça pour les immigrés, mais on ne le veut pas pour nos enfants. Quand même. Nos enfants, on veut bien qu'ils soient mobiles. Donc, moi, j'estime que les gens, ils ont le droit d'investir en du capital humain et puis de bouger s'ils le veulent. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça appauvrit les pays? Alors la première chose, c'est que les immigrés, ils renvoient de l'argent dans leur pays d'origine. La première source donc de rentrée d'argent dans les pays pauvres, ce n'est pas l'aide internationale, c'est ce qu'on appelle les remittances. Donc c'est cet argent que renvoient les immigrés à leur famille. Et c'est des volumes financiers gigantesques. Donc ça, évidemment, c'est possible que si vous gagnez bien votre vie quelque part. L'autre chose qui se passe, c'est que ces immigrés, à l'issue de leur vie professionnelle ou en milieu de vie professionnelle, souvent, bon, d'abord, ils font du business avec le pays d'origine, hein, c'est ce que les études montrent. Et puis, ils aiment leur pays. Hein, faut pas, voilà, c'est pour ça qu'on ne part pas massivement, c'est qu'on aime son pays en général. Et donc, ils reviennent, ils construisent des maisons, mais aussi des entreprises. Ils font donc, il n'y a pas, sur le long terme, il n'y a pas une perte pour le pays d'avoir accepté. Par exemple, en ce moment, on discute avec des anciens étudiants de Toulouse. Ils ont fait, c'est des étudiants qui sont sénégalais. Ils ont fait leur thèse chez nous. Enfin, sénégalais, il y a sénégalais, marocains et ivoiriens. Il y en a un qui a travaillé pendant 25 ans au FMI, l'autre à la Banque mondiale. Et là, ils vont créer une grande école d'économie publique à Dakar. Ils sont mûrs, ils ont une cinquantaine d'années, ils ont envie de faire quelque chose. Et c'est des gens, ils ne sont pas corrompus, ils sont hyper bien formés, ils sont bien connectés, ils vont arriver à convaincre, je pense. Si quelqu'un peut arriver, c'est eux. Et voilà, donc dire que, évidemment, dans le court terme, ils ne sont pas restés à Dakar, mais dans le long terme, ce n'est pas négatif pour leur pays du tout. Donc, entre l'argent qui est renvoyé, plus, et qui permet de créer des entreprises, qui permet aux gens de vivre sur place, plus le fait qu'il y a de l'activité économique qui est créée par ces gens entreprenants et dynamiques et qui aiment leur pays. Donc, ce n'est pas vrai que l'effet dans le long terme de l'immigration qualifiée sur les pays d'origine, c'est une mauvaise chose. Ça, ce n'est pas vrai. D'accord. Alors, avant de prendre une question dans la salle, j'invite tous les gens qui sont à distance là, à allumer leur caméra. Hein, c'est sympa pour la salle, ça nous permettrait de vous voir. Là. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez lever la main pour avoir également pour avoir une question. Le micro vous sera passé à ce moment-là. Oui, moi j'aurais aimé que vous détailliez un peu plus ce que vous avez appelé l'immigration familiale. À quoi ça correspond exactement? Parce qu'au fond, s'ils viennent à une époque, par exemple, le regroupement familial suite à la guerre d'Algérie, etc., on a fait venir et ça a été effectivement une grande migration des femmes, des enfants, etc. Mais maintenant, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Si vous faites venir l'oncle, le beau-frère, c'est finalement de l'économie. Alors, je ne sais pas exactement, je ne crois pas qu'on puisse faire venir son oncle et son beau-frère, mais on peut toujours faire venir, ça fait partie donc, des droits humains fondamentaux, sa femme et ses enfants quand on est là de manière régulière et de manière durable. Si on revient là-dessus, on quitte l'Union européenne.
hein, parce que ça fait partie des choses qui sont imposées par l'Union européenne, et on n'est pas humain de toute façon. Mais là, le motif familial, c'est le titre de séjour. Donc, si on regarde les statistiques, qu'est-ce qui fait que vous avez obtenu un titre de séjour? Ça peut être pour des raisons économiques, ça peut être parce que vous êtes un étudiant, et puis ça peut être parce que pour des raisons familiales. Mais familial, c'est en général, je répète, le conjoint et les enfants. Voilà, c'est ça. Ça se limite à ça. Oui, je m'excuse parce que la question que je voulais poser, vous avez tout à l'heure répondu en disant c'est pas vrai, et pourtant je voudrais revenir dessus. C'est la conception de ce qu'on appelle une politique migratoire. Si une politique migratoire, ça consiste pour un pays à dire on a besoin de gens qualifiés, il faut les faire venir dans des domaines qui nous intéressent, etc. Est-ce que quand même, quelque part, ce n'est pas le sens de l'enrichissement du pays d'accueil et l'appauvrissement du pays de départ? Parce que vous avez dit, les gens reviennent, ils bougent. Si en plus il y a une politique d'accueil familial, il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent retourner dans les pays d'origine. Et dans certains domaines, en particulier dans le domaine de la santé, on sait bien que on a dit, je ne sais pas si c'est une formule, qu'il y avait plus de médecins africains en France qu'en Afrique. Et donc, tout ça pour dire qu'une politique migratoire qui dit on a besoin de gens qualifiés, il faut les faire venir, ou maintenant, on a besoin de gens dans les services parce que les Français ne veulent pas le faire, donc on va les faire venir. Ou maintenant, on entend dire oh, le pays vieillit, donc on a besoin. Il me semble que c'est une façon de prendre la politique migratoire dans le sens où de quoi avons-nous besoin, nous, les pays riches? Alors qu'il me semble qu'une politique migratoire, ça consisterait aujourd'hui de se poser la question, on a un tas de gens qui traversent la Méditerranée dans les conditions que l'on sait, qui vivent dans nos rues dans les conditions que l'on sait, et qu'est-ce qu'on fait en tant que politique migratoire pour améliorer ces 500 ou 600 000 clandestins, sans-papiers, réfugiés qui sont chez nous? C'est ça une politique migratoire, me semble-t-il. Je ne crois pas que j'ai dit autre chose, moi, me semble-t-il. Donc, alors, quand on parle d'immigration économique, qui est le thème d'aujourd'hui, pour la bonne et simple raison que c'est l'écrasante majorité des immigrés, y compris pas les réfugiés, mais les gens qui sont sans titre de séjour et qui sont venus pour travailler, ça ne me paraît pas choquant de dire, si c'est pour des raisons économiques, de qui a-t-on besoin? Puisque le moteur est économique. Une entreprise choisit ses salariés, voilà. Donc, si on manque de gens et que ces gens veulent venir, moi, je trouve ça, je répète, paternaliste de décider pour les autres où ils doivent habiter et ce qu'ils doivent faire. Moi, je ne le souhaite pas. Pour moi, personne ne m'a obligé d'habiter en France ou aux États-Unis ou ailleurs. Je n'aurais pas apprécié que de surcroît des gens dans un pays étranger, un peu onclotomiste, décident que moi, il faut que je reste en Afrique parce que je suis médecin et que je dois soigner les Africains. Mais bon, si ce n'est pas mon souhait, non. Donc ces immigrés, il ne s'agit pas de les enlever, hein, c'est des gens qui veulent venir et effectivement, on a 500 000, 600 000 personnes sans titre de séjour, peut-être un peu plus. Et donc, c'est des gens qui sont venus volontairement, et là où je vous rejoins, c'est qu'ils sont venus volontairement, en tout cas ceux qui n'ont pas de titre de séjour, pour ceux qui ont traversé la mer en prenant des risques absolument inconsidérables, enfin énormes. Il y en a beaucoup qui meurent, qui se noient. C'est des conditions inhumaines et j'espère que j'ai été claire que mon objectif est d'améliorer ça, de ne pas rester sur une immigration sans titre de séjour, mais au contraire de la légaliser, de la débattre et de la faire de manière décente. Je crois que c'est possible. Je ne pense pas que ce soit une vue de l'esprit. Il suffit qu'il n'y ait pas de travail pour des gens sans titre de séjour et qu'il y ait suffisamment de titres de séjour. Quand il y a besoin de salariés, on aura de l'immigration régulière. Par exemple, ce que fait l'OFII, qui est très très bien, et ça se passe parfaitement bien, enfin en tout cas jusqu'au confinement et même pendant le confinement, ils font venir des gens dans l'agriculture, donc c'est très temporaire,
Et c'est hyper vertueux parce que c'est des gens qui sont par ailleurs paysans, donc qui ont des fermes, notamment là, c'est des Marocains. Et ils organisent, donc ils les font venir en avion, par exemple en Corse. C'est eux qui avaient ramassé les clémentines corse pendant la pandémie. Ils ont sauvé la récolte. Ils sont payés, le SMIC, ils sont logés, enfin tout se passe très bien. Et à la fin des vendanges, ils sont ravis de rentrer chez eux. Ils ne veulent absolument pas être sans papier en Corse, hein, ça ne les intéresse pas. Ils ont des familles, ils ont une ferme et ils repartent avec de l'argent. Donc ce genre d'immigration régulière, vertueuse. Et alors ce qui fait l'office, ce qui est pas mal, c'est que si vous respectez les titres, le contrat qu'on passe avec vous, donc notamment le fait que vous repartiez à l'issue de la vendange, à l'issue de la récolte, pardon, vous avez un système de bonus. Donc l'année suivante, vous avez automatiquement un visa en fait, hein, puisque vous êtes. Et donc, et le Canada fait ça aussi. Hein, les titres de séjour temporaires au Canada, pour certaines années, c'est le premier titre de séjour, plus de 300 000 par an. Et donc, l'agriculture, effectivement, ça peut être la construction, ça peut être différentes choses. Et c'est tellement plus propre et respectueux de l'autre, parce qu'il vient, il est payé le SMIC, s'il est malade, on le soigne. Voilà, enfin, c'est des gens qui ont traité avec humanité et avec respect. Et donc, moi, je suis évidemment favorable à ça. Enfin, tout mon travail, c'est de dire, faisons les choses de manière légale, de manière transparente et de manière démocratique, puisque si on le fait comme ça, il faut en débattre et se mettre d'accord collectivement sur qu'est-ce qu'on va faire. Donc, oui, non, je ne suis pas du tout favorable aux noyades dans la Méditerranée. Non. Bonjour. Relativement à votre approche, comment situez-vous les travaux de Alain Tarius sur l'économie des transmigrants? Je ne sais pas, quel nom vous avez dit? De Alain Tarius, qui est venu plusieurs fois ici. Je suis désolée, je ne le connais pas. Et qui a travaillé sur les économies parallèles des transmigrants. C'est-à-dire, par exemple, il était à Marseille et il a vu qu'il y avait des échanges avec un certain nombre de pays d'Afrique ou avec un certain nombre de pays de l'Est et qu'il y avait une économie qui, en fait, échappait aux États. Oui, non, je suis navrée, je ne connais pas les travaux de ce monsieur, mais c'est sûr que si des gens ne sont pas dans la légalité, ça nourrit une économie parallèle, forcément, donc, qui est parfois, qui est souvent malheureusement plus criminel. C'est-à-dire les réseaux de passeurs, c'est un business qui ne connaît pas la crise, lui. Hein, donc, oui. Oui, bonjour. Je suis très content que vous avez beaucoup insisté sur l'apport positif de l'immigration. Il faut le répéter en permanence parce qu'on en a besoin dans la mesure où l'immigration égale la délinquance, le terrorisme, etc. Donc, c'est un travail d'agir sur les représentations des Français. Il y a 25 ans de cela, d'ailleurs avec Bernard Auriol, nous avons lancé un numéro d'Horizon Maghrébin sur mettre en valeur la présence des Maghrébins en France. Donc, au lieu de parler de la misère, entre guillemets, des banlieues, c'est-à-dire des lieux bannis par la République, on oublie, banlieue, c'est les lieux bannis. Et nous avons travaillé sur l'élite maghrébine de France, avec des déclinaisons sur l'élite associative, l'élite religieuse, l'élite politique, la période où les Maghrébins s'engagent dans les collectivités territoriales, les mairies, tout ça, l'élite scientifique. Et c'est sur ce point, nous avons travaillé avec Paul Sabatier, qui nous ont mis à notre disposition en tant qu'équipe de recherche de la revue Horizon Maghrébin les échantillons de la formation des Maghrébins à l'université Paul Sabatier sur 5 ans. Et la grande surprise de cette recherche, 50% de ces diplômés, entre maîtrise jusqu'à la thèse, restent en France. Donc, on s'imagine bien
l'importance capitale qu'on retrouve par la suite à la tête du CNES. Il y a des Marocains à la tête du CNES, en robotique, à la tête du LAS, etc. On peut donner des exemples. Donc, le problème, c'est que aujourd'hui, depuis au moins 2007, avec le discours de Sarkozy à Dakar, désormais, il y a une rupture, il y a un divorce presque définitif entre l'élite africaine et la France. Moi, dans ma famille, mon frère, et je m'arrête là, oui, c'est très important, il a postulé en tant que docteur dans tous les INRA de France et on dit que c'est fléché. Le poste est fléché à un collègue. Donc ça n'existe pas aux États-Unis, ni en Australie, ni au Canada. Voilà. Donc la question fondamentale, désormais, devant cette rupture, comment rattraper l'erreur fondamentale de la droite républicaine aujourd'hui en France. Merci. Oui, ben c'est pour ça qu'on a écrit cette note. Je pense qu'on a fait une erreur assez grave, la France, collectivement. On a cessé d'être un pays qui accueille des immigrés en général et qualifiés en particulier. Picasso, s'il devait chercher refuge, il ne serait pas venu en France aujourd'hui. Je suis désolée, il ne serait pas venu chez nous. On n'aurait pas voilà, toute l'élite d'Europe de l'Est qui débarque parce qu'il y a des pogroms. Donc la France, ce n'est plus un endroit d'accueil. C'est plus un endroit qui accueille les élites. Et de ce fait, je vous rejoins complètement. Je pense qu'on a fait des erreurs assez graves qui vont nous... D'autant plus graves que d'autres pays entre-temps. Par exemple, l'Australie, vous avez vu les chiffres, mais l'Australie n'a pas toujours été une terre d'immigration. C'était au contraire une terre, c'est une île, et donc ils étaient extrêmement hostiles à l'immigration pendant très très longtemps. Et puis ils ont réfléchi, ils se sont dit c'est pas intelligent. Ils ont changé leur loi, ils ont mis un visa à point, comme le Canada. Et aujourd'hui, ils s'en félicitent, ils ont voilà, une élite internationale. J'ai plein de collègues, moi, qui ont été formés dans les meilleures universités du monde et qui sont en poste en Australie. Voilà, si on les enlève, les universités australiennes souffriront beaucoup. Donc, c'est possible de changer un logiciel, c'est ça que j'essaie de dire. Des pays qui n'avaient pas, l'Allemagne a changé aussi son logiciel d'immigration. Je suis d'accord avec vous, monsieur, qu'il faut une politique migratoire. Il y a un problème par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ont une politique sur l'immigration. Il y a très peu de pays qui ont une politique sur l'émigration. Donc, il y a un problème, si vous voulez, de coordination des nations. C'est un marché qui n'est pas bien organisé, voire pas organisé du tout, et qui est laissé du coup aux passeurs qui sont chargés de trafiquer des humains. Et donc, je vous remercie pour votre témoignage. Je pense que la France a énormément bénéficié de l'immigration scientifique, politique, etc., littéraire, artistique, qualifiée du Maghreb, de l'Afrique et du reste du monde, parce qu'on a accueilli beaucoup de gens. Mais qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on travaille dur pour essayer de restaurer une image qu'on a beaucoup dégradée. Une des choses positives qu'on a, et le gouvernement, je vous répète là-dessus, est très actif, sans en faire des tonnes en communication, c'est sur les étudiants. Moi, je pense qu'ils ont comme objectif d'atteindre 500 000 étudiants par an. On en est à 300 000 par an, donc il y a un effort à faire, mais ça ne me paraît pas impossible. Et effectivement, il faut faciliter, comme je l'ai dit, le fait que ces gens-là restent à l'issue de leurs études, si c'est leur souhait, bien sûr. Si ce n'est pas leur souhait, ils peuvent repartir. Mais, et en plus, on forme des gens. Donc, je crois que c'est du développement vertueux à plein de niveaux. OK, une question à distance. Donc, Geneviève Allier, allez-y, allez-y, posez vos questions. Je voulais juste dire quelques faits sur la situation au Canada. Vous parlez du permis à point que je ne connais pas dans le détail. Je peux juste vous raconter quand même un fait précis. Un coiffeur décide de partir au Canada, un coiffeur français. Il trouve un travail dans un salon de coiffure, mais le Canada, le Québec, ne cherche pas de coiffeur. Donc, dans les quotas, ils n'en veulent pas. Donc, il ne peut pas partir.
Voilà, c'est quand même comme ça qu'est l'immigration. Donc, je suis ni contre ni pour, je dis c'est un fait parce que je connais la personne à qui c'est arrivé. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que par rapport aussi au Québec, au Canada, c'est qu'il y a quand même 6 heures d'avion et que nous, on est sur un territoire géopolitique, enfin en France, qui est quand même que les frontières sont terrestres et qu'il n'y a pas 6 heures d'avion pour aller sur un pays. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. OK. Donc, il y avait… Alors, le visa à points canadien, hein, c'est pour les gens très qualifiés, normalement, enfin qualifiés. Donc, je ne sais pas si effectivement, être coiffeur, c'est qualifié, bien sûr, hein, c'est pas ça. Mais donc, je ne sais pas si ça… Parce qu'il y a plusieurs visas, c'est comme chez nous, il y a plusieurs visas. On n'a pas qu'un visa, évidemment. Donc, je ne suis pas sûre que les coiffeurs relèvent du visa à points que j'évoquais tout à l'heure, qui est donc, hein, le titre de cette note qu'on a faite, c'était immigration qualifiée. Par contre, ce qui est certain, c'est dans le visa à points, si vous avez déjà un emploi, s'il y a une entreprise qui veut vous embaucher, ça donne énormément de points, hein, énormément. Donc ça, c'est sûr que c'est plus facile, hein, donc c'est logique, hein, d'avoir un visa si vous avez déjà une entreprise qui veut vous embaucher au Canada. Mais je ne suis pas tout à fait sûre que le coiffeur relève du visa à points canadien. Je suis désolée pour lui et c'est bien bête pour eux parce qu'un coiffeur français, c'est quand même bien mieux qu'un coiffeur canadien. Oui, bonjour. Très rapidement, je voudrais que vous nous rappeliez les textes de régularisation pour quelqu'un qui vient travailler en France, parce que je suis surprise que vous vous réjouissiez de la décision du ministre de l'Intérieur de régulariser des étrangers qui travaillent depuis quelque temps, alors que ça devrait être automatique par les textes, et que les textes existent et qui devraient être régularisés d'office. C'est pour ça que je voudrais comprendre. Entre il faudrait et puis la réalité, voilà. Donc là, même ça, je voyais un peu le soutien qu'il y a parmi les parlementaires pour que cette mesure passe. Ça ne va pas passer, hein. Il ne faut pas vous faire d'illusions, hein. Je ne vois pas comment ça va être voté par le Parlement actuel. Donc, ils vont pas, enfin, je suppose qu'ils ne vont pas passer en force là-dessus. Donc, moi, je ne suis pas très optimiste qu'on régularise ces gens, malheureusement. Voilà. Même si, en théorie, moi, je pense que ce n'est même pas qu'en théorie, on devrait les régulariser. Je pense qu'ils devraient venir avec les titres de séjour en règle dès le départ, mais bon, ce n'est pas un sujet facile à aborder. Donc moi, j'espère que cette mesure passera, je l'espère de tout cœur, mais je ne pense pas. Enfin, oui, les textes existent, bien sûr, mais là, c'est pas… Ce qu'il veut faire, c'est un titre de séjour pour métier en tension, de façon à passer… voilà. Donc ça c'est ça l'innovation, c'est que, bien sûr que les textes existent, hein, c'était valse, mais c'est pas, voilà, c'est pas massif, ça se fait pas, tandis que là, il dit, bah, écoutez, on a des métiers en tension, on va donner des titres de séjour. Et alors, ce cas de nouveau, et ça, c'était pas mal, c'était que c'était les immigrés eux-mêmes qui réclament le titre de séjour, c'est pas l'entrepreneur, enfin, c'est pas le chef, c'est pas l'employeur. Voilà. Et ça, c'est une nouveauté qui fait qu'ils ne sont pas tributaires d'un employeur pour avoir leur titre de séjour. Donc, c'était ça aussi la différence. Mais, à mon avis, ça ne, enfin, je ne suis pas optimiste, voilà, même si je pense que ça serait une bonne chose. Oui. Est-ce que vous pourriez préciser, parce qu'on n'est pas forcément au courant, les politiques qui sont actuellement envisagées d'un côté en France, de l'autre côté en Allemagne? Alors, en France, pas grand-chose, malheureusement. Comme voilà, tout ce qu'on a sur la table, c'est le projet immigration, voilà, donc, qui est là. Il y a des parlementaires nous, ils nous avaient auditionnés au Parlement sur la note immigration. Donc, il y a des parlementaires qui ont dit non, mais ce passeport talent, ça ne va pas, il faudrait faire autre chose, il faudrait faire… Mais bon, voilà. Donc, il y a ce débat actuellement, mais je ne suis pas, vu la composition du Parlement, je ne suis pas optimiste que ça va évoluer vers quoi que ce soit de différent de ce qu'on a déjà. En Allemagne, par contre, donc, ils sont en train de changer. Bon, déjà, Merkel avait fait cet effort d'accueillir 1 million de Syriens pour lutter contre le… Bon, alors l'Allemagne, hein, il ne faut pas non plus les glorifier sur le plan humanitaire, c'est qu'ils ont une natalité extrêmement faible et donc ils ont une population qui est très vieillissante et c'est un vrai souci. Donc, d'où cet effort d'accueillir des Syriens. Mais là, ils sont en train de changer leur législation
pour justement accueillir des migrations. C'est parce que j'ai demandé la parole. J'ai cru que c'était dans la maison. Ils n'ont pas enlevé leur micro. Et ils ont une immigration aussi intra-européenne qui est beaucoup plus forte que la nôtre. Donc, voilà, c'est un pays qui fait beaucoup d'efforts pour attirer des immigrés en Allemagne et nous, pas du tout. Nous, on est vraiment le pays qui en fait, à l'heure actuelle, en tout cas, qui en faisons le moins. Et je ne vois pas d'évolution à court terme en France. Je n'en vois pas. En dépit de tous mes efforts, je vous assure que je mets pas ma peine, vous avez pu le voir. Il y a un petit embryon de débat, mais enfin, on est tellement loin du compte que. Et puis, j'imagine mal qu'il y aura une majorité sur ces thèmes-là. Hein, je l'imagine mal. OK, on prend alors une dernière question à distance et puis une toute dernière dans la salle. Et puis après, on pourra aller jusqu'à l'apéro quand même. René. Oui, d'abord une petite remarque, enfin, un petit commentaire. L'appel d'air, qui est le grand mot quand on parle de l'arrivée des immigrés en fonction des mesures qui sont prises en France, on voit d'après vos statistiques que la France n'est pas un pays qui fait un gros appel d'air puisqu'on est en 16e ou en 17e position d'attractivité. Donc, on ne peut pas dire que la politique française en matière d'immigration crée des conditions d'un appel d'air important qui attirerait chez nous des tas d'immigrés. Alors, ma question était la suivante. Votre discours sur l'intérêt de l'immigration de travail est très rationnel dans un débat qui est basé sur beaucoup d'idées irrationnelles. Et en définitive, si nos politiques sont si modérés ou si prudents dans ce domaine-là, c'est qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on, ils ont peur des réactions de l'extrême droite en particulier, et l'extrême droite qui fait son terreau du racisme dont vous n'avez pas du tout parlé non plus. L'immigré est un étranger, et donc entre la xénophobie et le racisme, l'espace est assez réduit, et donc il y a peut-être un côté psychologique très important dans ce problème de l'immigration. Alors, c'est bien de dédramatiser les questions économiques, mais je pense que tant qu'on n'aura pas dédramatisé le côté raciste, xénophobe, etc., on n'arrivera pas. Et tant qu'on n'aura pas dédramatisé la menace du Front National, enfin du Rassemblement National, on n'arrivera pas à évoluer beaucoup dans ce domaine-là. C'est un très bon point que vous soulevez. Hein, et d'ailleurs, alors pour balayer un peu notre rapport, par exemple sur CNews, ils disaient bon, c'est vrai ce qu'ils disent, mais c'est que de l'économie, on s'en fout, bon d'accord. Et donc, ça fait l'impasse sur toute la partie culturelle, etc. Très bien. Et c'est vrai que vous avez raison, hein, les hommes et les femmes politiques, moi je répète, je ne suis pas populiste, je ne suis pas en train de dire ils ne sont pas courageux, ils sont lâches. C'est compliqué d'aller parler de ça. Et on ne veut pas mettre le feu à la maison. On veut pas que. Parce que Le Pen, elle est toujours au deuxième tour, hein, chaque fois. Donc on ne voudrait pas qu'elle arrive. Enfin, personnellement, je pense que ça serait une catastrophe pour notre pays qu'elle soit présidente. Hein. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Bon, mais en même temps, je ne peux pas laisser dire. Parce que si on laisse dire. Moi, ce qui me gêne, c'est que si vous vous souvenez du débat de la présidentielle, il n'y a personne qui dit mais ce n'est pas vrai ce que vous dites. Et donc, ce rapport, c'était pour dire mais ce n'est pas vrai ce que vous dites. Ce n'est pas coûteux. Ce n'est pas vrai. Alors après, il y a des problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Quelqu'un, par exemple, ne parle pas la langue, c'est compliqué, évidemment, pour lui. Et donc, ça ou elle. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je suis en favorable pour un visa à points, parce que ça permet de dire quels sont les critères selon nos idées de la République, qu'est-ce qu'on veut comme genre de personnes, parce que ce n'est pas des travailleurs qu'on recrute, c'est des personnes à la fin qui restent, qui sont là. Donc, quel genre de personnes on veut, etc. Mais au moins qu'on l'exprime. Et donc, moi, ce qui était important dans ce travail que j'ai fait, c'était de dire, je ne peux pas, en plus je suis payé par les contribuables, je ne peux pas laisser dire à longueur de journée sur les antennes de télé, dans les journaux, etc., des choses qui sont factuellement fausses.
Après, on peut choisir, on peut préférer avoir une société homogène, mais pauvre, enfin plus pauvre, moins dynamique, moins créative. C'est un choix de société, mais au moins qu'on sache le choix qu'on fait en tant que vote, quand on vote. Et donc, se priver d'une immigration, avec les difficultés que ça représente, d'accueillir des gens différents, eh ben, ça a un coût. Et ce coût, il est économique et bien réel. Voilà. Et aujourd'hui, on le voit. Donc, on fait ce qu'on... Voilà. Mais au moins qu'on le fasse en connaissance de cause. Et moi, ce qui me gênait profondément, c'est que personne allait au combat pour porter cette vérité factuelle. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et personne n'a dit que c'était faux. Bon, c'est déjà pas mal. Oui, je vous remercie, madame. C'est un excellent bilan et je crois en même temps un mouvement très important. Je voulais vous poser simplement la question. Vous avez parlé des flux entrants, de l'immigration, du travail. Et est-ce que vous avez eu l'occasion, dans cette étude, d'avoir une idée des flux sortants? Moi, je suis effrayé, ancien directeur de laboratoire, de DEA, etc. On n'a plus de scientifiques qui veulent faire des masters. Il y a des secteurs où on n'a plus de gens. Mais autre chose qui est inquiétante, c'est qu'on a les flux sortants. C'est-à-dire que là, ils vont ailleurs. Parce qu'on a, par chance, une grande partie de nos jeunes étudiants qui maintenant ont acquis la langue anglaise et sont capables d'aller prendre des cours à peu près partout. Alors, est-ce que vous avez fait là un peu le bilan du flux sortant par rapport à... Oui, non, le solde migratoire, donc on avait ces 300 000 entrées annuelles. Je ne me souviens plus combien sortent, c'est de l'ordre de 100 000, je crois. Donc oui, il y a des gens qui sortent, effectivement. Mais cette mobilité, moi, je suis par exemple partie après ma thèse aux États-Unis, j'ai fait un postdoc, j'ai passé une année sabbatique ou deux là-bas. Après, je suis revenue, mais c'est une richesse pour la France. C'est de même que, je veux dire, c'est vertueux cette immigration circulaire parce que on va apprendre des choses ailleurs, etc. Donc moi, je ne suis pas pour enfermer les gens quelque part, pas les Français. Je pense qu'ils bénéficieront. Ceux qui partent, déjà, ils sont spéciaux, ils sont plus ambitieux, et ils vont revenir certainement un jour quand même. C'est dur de passer toute sa vie ailleurs. Enfin, ça peut arriver si on se marie, bon, qu'on fait sa vie, mais en général, on a quand même envie de revenir à un moment donné. Et donc, ils vont ramener quelque chose avec eux. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des flux et un truc circulaire au niveau européen, mais aussi au niveau international. Moi, ce qui m'inquiète pour mon pays, c'est qu'on n'ait plus ce phare dans la nuit pour personne. Enfin, c'est ce que disait ce monsieur. On n'est pas perçu comme un endroit où on a envie d'aller. C'est quand même triste, quoi. C'est pas tant que ça, pas tant que ça. Non, mais il y a bien sûr, mais c'est pas. Si on compare les chiffres avec les autres pays, on n'est pas. Alors, quand je disais que la France n'était pas attractive, il faut faire attention, c'est parmi les gens qualifiés. Donc, ces sondages sont faits, et donc on est en 18e position, ce qui vous montre l'immigration intra-européenne. Il n'y a pas besoin de visa, elle est très faible en France. Ça en dit long, hein, c'est de ce que vous racontez. Ils ne viennent pas, les gens. On a du mal à les faire venir. Bon, on s'arrête là parce que sinon, on ne va pas pouvoir boire un coup, voilà, et je vais me faire assassiner. Je voudrais juste remercier Emmanuel pour... je voudrais juste, si vous permettez encore, Roger, on termine là. Je voudrais juste remercier Emmanuel, évidemment, pour sa présentation et puis pour le courage qu'elle a pour aborder ce sujet-là et de cette façon-là, effectivement, dans une démarche antidémagogique que je trouve très intéressante. Donc voilà, merci Emmanuel.